L'argent, ça a un seul but, c'est de te faire gagner du temps de vie pour apprécier la vie. Ça ne te sert qu'à ça. Pour toi, c'est quoi la date parfaite à Varsovie, par exemple? Un conseil que je donne souvent à mes clients, il faut faire de la sexualisation dès le départ, tu vois, tout de suite. Par exemple, tu la regardes, tu dis j'aime beaucoup comment t'es habillé, t'es très sexy. Ce que les mecs comprennent pas, tu vois, en séduction, c'est eux, ils pensent que le physique fait tout parce que eux, en tant que mecs, c'est le premier truc qu'ils regardent, tu vois. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que les femmes regardent autre chose, regardent le charme, ce qu'on appelle le charisme, tu vois. Salut à tous, ici c'est Nicolas et dans cette série podcast, nous mettons en lumière les francophones qui vivent en Pologne, qui sont entrepreneurs, professionnels ou sportifs. On va donc découvrir leur parcours et aussi leur mindset. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Mike. Mike, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ouais, ça va bien. Je te remercie déjà d'être venu. Merci à toi. On est sur le second podcast, donc tu as le grand honneur d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter à notre audience pour ceux qui ne te connaissent pas? Quel âge as-tu? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Alors très rapidement, je m'appelle Mike, 34 ans, ancien ingénieur des mines dans l'industrie de l'aéronautique pendant 10 ans et entrepreneur depuis quelques années dans le secteur de la séduction. Je suis surtout connu pour ça et notre métier, c'est de rendre les hommes charismatiques, notamment les hommes qui n'ont pas confiance en eux, pour qu'ils puissent rencontrer les femmes de leur rêve, tout simplement. Et quelque part, je suis un petit peu le défenseur de cette méthode, comme tu peux le voir avec ce avant-après. Et notre spécialité, c'est ça. Donc, par exemple, quand tu vas sur le site, donc la marque s'intitule Dragueur de Paris, tu vois plein d'avant-après, d'hommes qui, auparavant, ressemblaient pas à grand-chose, n'avaient pas confiance en eux, savaient pas s'habiller, savaient pas se mettre en valeur. Et où on fait l'avant-après le plus ouf possible en quelques semaines. D'accord. Et c'est grâce à ça qu'ils changent complètement de vie amoureuse aussi, avec d'autres impacts. Et notre spécialité, c'est ça, tout simplement. Et pourquoi le nom Dragueur de Paris? Alors, quand j'ai élaboré ce nom, c'était en 2015. C'était en 2015, oui, ouais. Toute première version. Et si tu veux, à cette époque-là, au départ, c'était pas un projet entrepreneurial. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Okay. Au départ, Dragueur de Paris, c'était un blog. Et mon unique objectif du blog à l'époque, c'était de me défouler, en fait. Donc, c'est-à-dire, c'était un blog où, en fait, je racontais des histoires de drague, des trucs qui m'arrivaient, je racontais mes soirées, etc. Tu vois. Donc, c'est... au départ, c'était vraiment juste pour faire de la provoque et pour m'amuser, tu vois. Au départ, c'était ça. Puis après, petit à petit, ça a évolué vers une vraie entreprise qui bosse de manière sérieuse, qui donne des résultats aux clients, tu vois. Bon, on en parlera par la suite de ça au niveau de la création de business, etc. Ouais. Mais intéressant. Donc, Dragueur de Paris, là-bas, c'était un site, voilà, le défouloir de Mike. Ouais, c'était un défouloir au début. Ouais. Ok, très bien. Okay. Et aujourd'hui, tu as quel âge? 34 ans. 34 ans. 89, c'est ça? Ouais. Ok, moi 87, un peu plus vieux que toi. Genre. Ouais. Et donc, actuellement, tu habites en Pologne. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu as ramené un objet que tu peux présenter à l'audience? L'objet, en fait. Ouais. S'il te plaît. Est-ce que tu peux nous montrer ça? Ah, c'est une montre. C'est ça. C'est une montre que j'ai tous les jours sur moi. Édition limitée Breitling. Et en fait, c'est un objet important pour moi parce qu'il symbolise la transition entre ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire qu'avant d'être entrepreneur, en fait, j'étais ingénieur pendant 10 ans. Donc, j'étais absolument pas destiné à être entrepreneur. Pendant très longtemps, ça a jamais été un objectif, en fait. J'ai jamais eu comme objectif, genre, ouais, je vais faire le million, je vais monter une grosse boîte, etc. Pendant très longtemps, je voulais faire carrière, en fait, tu vois. Mon rêve, c'était de ce côté-là, au niveau de la carrière, c'était parce que tu viens d'un milieu familial où ils voulaient vraiment... En fait, tu avais le cadre, tu sais, la programmation, on va dire, il faut que tu ailles à l'école, diplôme, travail, CDI, et c'est tout. C'est dû à quoi, en fait? En fait, je me suis jamais posé cette question, tout simplement. C'est-à-dire, je viens d'une famille de salariés, donc classe moyenne, où tout le monde est salarié. Là, aujourd'hui, je suis le seul entrepreneur de la famille, tu vois. Et j'ai été éduqué comme ça, c'est-à-dire passer ton bac, aller le plus loin possible dans les études. Bon, comme je travaillais à peu près correctement, j'ai fait école d'ingénieur. Et l'objectif à l'époque, c'était le raisonnement était simple. Je me disais, plus j'allais loin dans les études et meilleures seront mes conditions de vie. Tu vois. Donc c'est pour ça que je suis allé jusqu'au bac plus 5 ingénieur. Et après, j'ai commencé ma carrière. Et puis, pour moi, la vie normale, c'est tu travailles dans un groupe, tu démarres comme ingénieur. Ensuite, tu évolues soit comme directeur technique ou soit comme manager. Tu deviens ensuite directeur de département. Tu vois. C'est-à-dire l'objectif de long terme, le rêve, c'était ça. Tu vois. C'était vraiment directeur de département.
Et pendant des années, j'ai fait ça sans vraiment me poser de questions. Et puis ensuite, j'ai commencé à être de plus en plus frustré par les problématiques inhérentes de travailler dans un grand groupe. On pourra développer si tu veux après. Et puis après, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Puis c'est là que j'ai commencé à rencontrer d'autres entrepreneurs qui me disent, tu sais, être ingénieur, c'est pas la seule voie possible. Il y a d'autres voies qui sont possibles, tu vois. Donc j'ai commencé... ça s'est vraiment fait en douceur, tu vois, la transition. Et donc, pourquoi cet objet c'est un objet donc c'est une montre que j'ai... Je peux l'avoir? Ouais, avec plaisir. Je pars en courant, tiens. C'est une montre que j'ai achetée le jour où j'ai décidé de démissionner, tout simplement. Donc c'était en quelle année ta démission 2020. C'était en 2020, ouais. Ouais, c'était durant la période du Covid. C'est vraiment... en fait, 2020, c'est vraiment l'année où tout a changé. Il y a un changement de planète complet. Déjà par rapport au salariat. Donc c'est là où j'ai compris que je tirais un trait sur ma carrière et je plonge dans l'inconnu de l'entrepreneuriat. C'est l'objet le plus cher que j'ai acheté de ma vie. C'est le prix d'une voiture, hein. C'est cher, tu vois, des montres, surtout quand c'est des éditions limitées. Donc ça a été ça a été une motivation, tu vois, parce que je me disais, voilà, je veux avoir cette capacité de pouvoir acheter des montres très chères si j'ai envie d'en acheter, tu vois. Donc ça a été un engagement envers moi-même. D'accord. Cette montre également, je l'ai achetée avec un de mes meilleurs amis, donc une personne qui s'appelle John, qui regardera peut-être cette interview, qui est un grand fan de la marque Breitling et qui m'a introduit à cette marque-là, et c'est avec lui aussi qui a participé quelque part à cette transition-là. Et également, une autre symbolique, c'est à cette époque-là, en fait, j'étais avec quelqu'un, donc j'étais en couple depuis plusieurs années, qui était en phase terminale déjà. Et le jour où j'ai acheté cette montre, c'est là où j'ai compris que je changeais de monde. Okay. C'est-à-dire, c'était, si tu veux, c'était une femme qui était classe moyenne basse, étudiante, etc., tu vois. Et le jour, je dis, tiens, j'ai acheté une Breitling qui coûte le prix de ta bagnole. En fait, elle m'a regardé comme ça, elle me dit... Ah, ouais, ok. Et comprenait pas, et personne comprenait, tu vois. Et en fait, j'avais d'un côté des personnes qui, comme elle, comprenaient absolument pas la démarche, qui me disaient, mais Mac, t'es taré, t'es fou, t'es machin. Et de l'autre, des personnes comme John et comme mes amis actuels, qui comprenaient et qui m'encourageaient, qui me disaient, vas-y, let's go. Fais-toi plaisir. Voilà, fais-toi plaisir, lance-toi, fais ce que tu as envie de faire, etc. Donc vraiment, c'était, je quittais un monde pour le monde de l'entrepreneuriat, qui était un saut dans l'inconnu. Et la symbolique de cet objet, c'est mon propre engagement à aller au bout et à réussir. C'est-à-dire, je me dis, tu sais, c'est la technique, j'appelle ça la technique Herman Cortés. Je sais pas si tu connais un petit peu le... Non. C'est un conquistador espagnol. Et en fait, pour motiver ses troupes pour la conquête de l'Amérique, ce qu'il faisait, c'est brûler ses bateaux. Oui, le bateau. Oui. Voilà, d'où l'expression brûler ses bateaux. En fait, ça vient de là, tu vois. C'est une vraie histoire. Hein. C'est comme ça que tu motivais tes hommes, parce qu'en fait, il n'y avait pas de retraite possible, tu vois. Tu brûlais tes vaisseaux de ligne. Donc, devant le fait accompli, les hommes étaient, c'est la victoire ou la mort. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de solution d'échappatoire. Et cet objet est cette symbolique, c'est-à-dire, voilà, maintenant, il n'y a pas d'échappatoire. On va au bout. Engagement de réussir. Peu importe les difficultés. Et surtout qu'en plus, là, c'était en 2020. Je rappelle qu'en 2020, on était en plein Covid. Et toi, tu étais en France à ce moment-là? J'étais en France. Je n'étais pas encore en Pologne. C'était moins drôle en France. Ouais, c'était pas très drôle, effectivement. Et à l'époque, même ma famille me demandait si j'étais pas taré, quoi. Ils me disaient, et c'est en fait, t'es malade, t'as plus envie de vivre, qu'est-ce qui se passe, tu vois. En fait, peut-être qu'ils ont réagi comme ça, après je sais pas. C'est sans doute, on était dans un moment d'incertitude. Ouais. Et les gens, ils pensaient sûrement à l'argent, en disant, je sais pas si dans 3-4 mois, je vais encore avoir mon travail, ou je sais pas, mon business. Et ça arrive. Tu as dépensé X K en euros pour cette montre, et peut-être qu'ils ont réagi, mais Mike, il est fou. Oui. Dans ce sens-là, peut-être. Hein. Après, bon. Parce que ça te pousse à faire beaucoup mieux. C'est ça que... Alors, mes amis comprennent cette démarche-là. Il y en a d'autres qui ne le comprennent pas, tu vois. Et une des raisons, ça, on pourra parler mindset, mais une des raisons qui va faire que tu vas réussir tes projets, c'est l'énergie dans laquelle tu vas mettre dedans, tu vois. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas un projet entrepreneurial, non pas parce qu'ils sont cons ou qu'ils sont pas compétents. Ou qu'ils sont pas compétents, mais parce qu'en fait, ils sont pas assez engagés.
ils mettent pas assez d'énergie dedans. Il n'y a pas un why, un pourquoi qui est fort, tu vois. Et donc, ça veut dire c'est un projet qui va tenir 6 mois, un an, mais pas plus. Moi, j'ai connu des personnes, par exemple, ils sont super motivés au début du lancement d'une idée. Ouais. Pendant 1 mois, 2 mois, ils sont à fond. Et au bout de 2 mois et demi, 3 mois, dès qu'elles commencent à avoir des vraies difficultés. Ouais. Parce qu'au début, il n'y a pas de difficulté, en fait. C'est vraiment quand tu rentres dans... Ouais, au début, c'est facile. Voilà. Quand tu rentres dans le game, enfin, entre guillemets, c'est là que tu as des problèmes qui peuvent apparaître et qui vont apparaître dans tous les cas. Tu auras toujours des problèmes à gérer. Et j'en ai vu pas mal autour de moi qui, voilà, au bout de 3 mois, ça y est, c'est fini, quoi. Et ils passent à autre chose. Bah tu vois, dans le secteur de la séduction, je dis toujours à mes clients, tous les mois, j'ai au moins un de mes clients qui me dit ah Mike, t'as vu ce nouveau coach, qu'est-ce que t'en penses? Tous les mois, il y a un nouveau coach en séduction qui émerge. Mais tous les mois, je rigole pas, il y en a tous les mois. Et à chaque fois, ils me demandent ce que j'en pense. Et moi, je leur réponds à chaque fois, bah, tu m'en reparles dans 1 an s'il est toujours vivant, et on en reparle. Et en fait, pourquoi? Parce que, en fait, il y en a beaucoup qui se lancent dans la séduction parce qu'ils disent ouais, la séduction, c'est un marché lucratif, let's go, machin. Sauf que si t'as pas un pourquoi autre que l'argent pour te lancer dans ce milieu-là, t'es condamné à échouer, tu vois. Et ouais, je suis dans ce milieu-là depuis très longtemps, tu vois. On appelle ça les communautés en séduction. La première fois que j'ai baigné dedans, c'est en 2008, tu vois. Donc c'était il y a très longtemps. Et quand j'ai démarré mon blog, donc c'était 2015-2016. Et quand ça a commencé à vraiment devenir une activité sérieuse, c'est à partir de 2019. Ouais, t'es pas arrivé en 2008 et en 2009, tu te lances comme coach sur le terrain. Voilà. C'est vraiment au fur et à mesure par rapport à ton expérience. C'est ça. Et tu as compris pourquoi tu as voulu faire ça. Oui, et le pourquoi, il est là. Voilà, ouais, il est là, en fait, tu vois. Et souvent, quand on me demande, ouais, Mike, pourquoi tu fais de la séduction, je remonte pour ça. Et du coup, juste pour revenir aux photos, celle de before, avant, t'avais quel âge? Je devais avoir 20 ans. 20 ans, C'était 2008, donc c'est quand je me suis lancé dans la séduction. Donc, c'était 20 ans. Avant ou la séduction? La photo là, je suppose. Au démarrage. Au tout début. Au tout début. C'est au tout début, donc 2008, c'est... alors, l'époque était très différente, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram. À l'époque, c'était sur des forums, t'as peut-être connu ça aussi, d'ailleurs. J'ai connu aussi, ouais. Et il y avait on appelait ça les communautés secrètes de séduction. Ça a été popularisé par The Game de Nels Ross, tu vois, qui est un livre J'ai lu ce livre, très intéressant. Ouais, c'est vraiment le livre fondateur où tout est parti, tu vois. Et à cette époque-là, c'était un truc de ouf, les communautés de séduction. Et à cette époque-là, bah, en fait, comme tout le monde, comme mes clients d'aujourd'hui, en fait, tu commences, tu t'assis devant ton PC, tu mets Google et tu écris comment rencontrer une fille, comment séduire une fille, comment draguer une fille. En fait, ça commence comme ça. Et c'est comme ça que je suis tombé sur ces forums. Et là, j'ai pris des claques dans la figure. J'ai dit, ah ouais, putain, mais en fait, je suis pas seul. Et il y a des gens qui parlent de ça. Il y a des gens qui racontent leurs histoires amoureuses, leurs histoires de rencontres, qui donnent leurs techniques, leurs méthodes. Et le plus drôle, c'est que ces méthodes-là, elles marchent, tu vois. Parce que tu peux dire, ouais, mais c'est des méthodes, les relations humaines, ça marche pas. Si, ça marche. Et ça marche très très bien, tu vois. Et j'ai découvert ce monde-là que je ne connaissais pas, qui était inconnu de la majorité des gens, tu vois. Et je dis, ah ouais, putain, et tout. Et en fait, quand j'ai commencé, j'avais aucune idée de comment j'allais faire pour réussir, parce que j'ai rencontré aucune fille dans ma vie à cette étape-là. Je partais vraiment du zéro. J'avais aucune idée de comment j'allais faire, mais quand j'ai découvert ce monde-là, je me suis dit, je sais que je vais y arriver tôt ou tard, tu vois. J'ai vraiment une certitude absolue là-dessus. J'avais aucune idée, ça allait me prendre 1 an, 3 ans, 5 ans, mais... Donc, t'as pas eu de déception amoureuse ou un rejet qui t'a fait aller chercher, en fait, ça? C'est pas une déception amoureuse qui m'a fait faire ça, c'est une situation d'humiliation. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'étais en BTS informatique. D'accord. Et à la fin de l'année, il y avait le bal du lycée, tu vois. Tu vois, le bal... Vous aviez un bal? Ouais, il y avait un bal à l'époque. C'est pas le bal à la Harry Potter, tu vois, mais... Les gens s'habillent bien, les nanas s'habillent classe, et puis tous les mecs viennent en costard. Donc ce jour-là, je crois que je suis allé chez Jules, tu vois, j'ai acheté un costard, ça m'a coûté peut-être 30 €, tu vois, un truc comme ça. J'ai pris le truc premier prix, tu vois. Et puis j'y vais avec les mecs de ma classe, tu vois, parce qu'il y avait que des mecs dans ma classe. Et puis j'y allais avec les mecs qui savaient un peu draguer et tout, tu vois. Donc j'y étais allé. Et en fait, je me suis rendu compte que je me faisais caca dessus, quoi. C'est-à-dire au moment d'aller parler à une fille, t'arrives pas à te lancer. Ouais, je buguais, paralysie. C'est-à-dire j'arrivais.
je sais pas quoi faire. Ouais. Et mes camarades de classe viennent me voir, disent putain, mec, bouge-toi le cul, quoi, qu'est-ce que tu fous, quoi, tu vois. Et j'arrivais pas, je bégayais, Ouais, machin. t'avais plus de stress en fait aussi s'ils mettaient la pression Ouais, de cette manière. j'avais un stress énorme. Et en plus de ça, je me suis rendu compte, parce que la séduction, il y a toujours un côté compétition, tu sais, entre les mecs. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, les mecs, ils allaient pas m'aider, tu vois. Et c'est un passage que j'ai très mal vécu, tu vois. Et le coup final, ça a été à la fin du bal. Il y avait le mec qui était un peu le séducteur de la classe. Dans les classes, il y a toujours quelques mecs, tu sais, qui sont dans le top, Oui, ouais. qui ont une facilité à séduire, tu vois. Et à la fin du bal, bah, il y a ce mec-là, il vient me voir, il me dit bah écoute Mike, merci d'être venu, on sait ce que tu vaux maintenant. Et je l'ai très très mal pris. C'est Ok. mon ego, il s'est pris des gifles. Et je suis rentré en colère, tu vois, j'étais vraiment en Mais t'es colère en colère contre toi ou contre lui? contre tout le monde. Moi, lui. Mais dans ta tête, à ce moment-là, tu blâmais aussi ta personne ou Ah, bien sûr. le monde extérieur aussi, comment c'était enfin, Je blâmais tout le monde. Je me Tout le blâmais monde, là, je blâmais la société, je blâmais le mec, je blâmais les mecs en général. Je me disais, putain, il y a zéro solidarité masculine. Et j'étais en colère contre ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai été content quand j'ai découvert les communautés, parce que j'ai découvert qu'il y a des communautés où les hommes s'entraident, tu vois. Ce qui pour moi était inimaginable à l'époque, tu vois. Et du coup, je suis parti dans ce contexte-là. Et en fait, quand je suis rentré, dans ma tête, je me suis dit plus jamais ça, tu vois. Plus jamais je veux être dans des situations comme ça. Et à l'époque, comme j'étais en BTS informatique, mon premier réflexe, ça a été Google, tu vois, forcément. Donc je dis, vas-y, je vais chercher, je vais taper. C'est la première fois de ma vie que j'ai tapé comment séduire une fille sur un site internet, tu vois. Enfin, sur Google. Et c'est comme ça que j'ai découvert des sites. À l'époque, c'était un site qui s'appelle Verse le Jus, pour ceux qui ont connu. Et d'autres sites comme Art de séduire, French Touch Séduction, etc. Tu vois, donc j'ai découvert ces sites-là. Et c'est comme ça que j'ai démarré, tout simplement. D'accord, intéressant. On va attaquer le sujet de la Pologne. Ouais. Est-ce qu'il faut bien attaquer ce sujet-là? Parce que, en fait, quand tu as acheté la montre, tu étais encore en France, c'était le Covid. Ouais. Tu étais en phase de séparation, de Ouais. ce que j'ai compris. Ouais. Et t'es arrivé à quel moment en Pologne? Comment ça s'est passé? T'es venu pour un week-end ici? Comment ça s'est passé en fait? La toute première fois que je suis venu, c'est en 2020. Au départ, c'était pour un week-end. D'accord. C'était un pote qui voulait faire un week-end, un city trip, tu sais comment on dit. Ok. M'a proposé Varsovie. J'ai jamais mis les pieds en Pologne. J'ai dit bon, pourquoi pas, allons-y, tu vois quoi. D'accord. J'ai pas du tout regardé, j'ai fait aucune recherche, j'ai rien regardé, je connais rien et tout. Je dis, moi, j'aime bien visiter des villes sans regarder avant. Ouais, je fais pareil. Les points chauds. J'aime bien avoir cet esprit de gamin qui découvre une ville, tu vois. Donc j'y suis allé comme ça. Et en fait, j'ai adoré. C'est-à-dire, j'ai senti une grande énergie dans la ville, tu vois, à Varsovie. C'est la première ville où je suis allé. J'ai été surpris par la modernité du pays, c'est-à-dire je m'attendais, j'étais déjà allé en Roumanie avant, tu vois, et je m'attendais à ce que ça ressemble à la Roumanie. Oui, que ça soit vraiment similaire au niveau des Ouais, infrastructures. ouais. Genre la Roumanie, tu vois, en Bucarest, c'est la cata, hein. T'as des fils électriques qui pendent partout, c'est sale, c'est machin, tu sais, je m'étais dit, bon, l'Europe de l'Est, c'est ça, tu vois, pareil, quoi. Ouais. C'est pour ça que je me dis, bon, ça sert à rien de regarder avant, et en fait, j'ai été surpris, je dis, ah ouais, putain, en fait, c'est cool, et tu peux vraiment avoir une qualité de vie extrêmement intéressante, tu vois. Et ouais, c'est vraiment l'énergie de la ville que j'ai adoré, tu vois. Et puis ça m'a frappé, tu vois. Et puis après, je suis rentré à Paris, je suis resté plusieurs mois. Et puis à un moment, j'en avais marre de Paris. Je m'étais dit, bah tiens, je vais passer un mois quelque part à l'étranger. Bah, j'ai choisi de retourner à Varsovie ce moment-là. Et ce week-end, le premier week-end que tu as fait ici à Varsovie avec ton pote, c'était à quel moment? 2020, mais c'était quelle période? C'était durant l'été? Ouais, c'était pendant l'été. Ouais, donc il y avait un truc comme ça. Il n'y avait plus les restrictions Covid, voilà, les restaurants étaient ouverts, les boîtes de nuit pareil, d'accord, ok. Et du coup, tu reviens en France, il y a de nouveau confinement, restrictions. Ouais, et c'est l'été suivant, c'est l'été 2021, mois de mai 2021 où je suis revenu. Et je m'étais dit, bah, je vais passer un mois, tu vois. Et donc, du coup, j'ai pris un Airbnb pendant un mois en face du Palais de la Culture, tu vois. Je me dis, vas-y, je prends L'emplacement central, ouais. Ouais, vraiment, emplacement central et tout. Et je m'étais dit, bah, je vais faire ma vie pendant un mois, puis je vais voir ce qui se passe. Et puis, en fait, j'ai rencontré plein de gens comme ça. J'ai rencontré mon ex-copine comme ça aussi, qui était polonaise, tu vois. Donc, il y a aussi ça. Et puis
Puis j'ai commencé à revenir de plus en plus souvent jusqu'à m'installer à plein temps, comme c'est le cas aujourd'hui. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. C'est ça, ouais. On s'est rencontrés dans ce contexte-là, ouais. Anecdote. Et t'avais des stéréotypes avant de venir en Pologne ou pas du tout? Ah ouais, genre... Oui, comme tu faisais déjà le lien avec la Roumanie, par exemple, tu pensais que c'était... J'avais les stéréotypes, genre je me disais, ouais, les Polonais, genre je pensais, par exemple, quand tu manges, je me disais, les Polonais, ils boivent pas de l'eau. Les Polonais, ils boivent un shot de vodka, tu vois. Au mariage, oui. Et je m'étais dit, c'est tous les repas, tu vois. Je m'étais dit, c'était ça. Et ouais, c'était ouais, un peu comme les Roumains, tu vois. Je me dis, ouais, c'est des alcooliques, etc. Tu vois, j'avais des stéréotypes comme ça qui en fait sont pas vrais du tout, tu vois. C'est assez mal connu la Pologne en France. C'est quand j'en parlais à ma mère, à mes amis, avant que j'y sois, il y en a aucun qui était venu en Pologne, tu vois. Et c'est quand je me suis installé à Varsovie qu'ils sont venus me voir et qui ensuite se sont rendus compte que... ils ont tous fait le même constat. Ils ont dit, putain, en fait, je comprends pourquoi tu vis en Pologne. C'est vraiment sympa, en fait, quoi. Beaucoup plus que ce qu'ils pensaient, tu vois. Et tu penses, est-ce que tu sais pourquoi, à ton avis, c'est mal connu? Bah, c'est pas assez visité. Après, pourquoi c'est pas assez visité? Parce que je pense qu'on voit encore la Pologne comme un pays d'ex-Union soviétique, tu vois. Donc, un pays un peu... un pays pauvre, un pays délabré, un pays où il n'y a pas grand-chose d'intéressant à faire. Tu sais, en France, les gens, quand ils vont en vacances, ils vont plutôt en Espagne, en Italie, tu vois, ou en Grèce, tu vois. On se dit, bon, Pologne, voilà, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien d'extraordinaire. Je pense que c'est pour cette raison-là, tu vois, quoi. Et les rares personnes que je connaisse qui sont déjà allées en Pologne, en général, ils sont allées à Cracovie, tu vois. Parce que c'est recommandé comme une destination touristique. Oui, c'est ultra touristique, Cracovie, par contre. Ouais, c'est beaucoup plus que Varsovie, tu vois. Tu pourrais habiter à Cracovie? Non. Ok. C'est aussi. Désolé pour ceux qui habitent à Cracovie, mais... J'aime beaucoup Cracovie. J'y vais de temps en temps avec ma copine, tu vois. J'aime beaucoup y aller, mais je me verrais pas vivre là-bas, quoi. C'est pour la même raison que je me verrais pas vivre, par exemple, dans le sud de la France, tu vois. C'est-à-dire, c'est sympa pour un city trip, un week-end, pour machin, mais il n'y a pas cette énergie que je ressens à Varsovie, que je ressens pas à Cracovie, tu vois. Moi, c'est le premier truc qui m'a fait aimer Varsovie, c'est vraiment l'énergie, le côté moderne, tu vois. Et Cracovie, c'est bien, parce que c'est une ville un peu à l'ancienne, tu vois. C'est charmant, Cracovie, tu vois. C'est très, très, très belle ville. C'est très beau, il y a des très bons restos, c'est charmant, mais il manque quelque chose, il manque cette énergie Pour ma part, Cracovie, c'est sympa pour un week-end, une semaine, par exemple. Mais après, pour habiter là-bas, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment la masse touristique. Qui est vraiment omniprésente en fait. Ça devient lourd, alors que Varsovie c'est plus une ville business. On voit pas cette masse touristique, pas à moins d'aller dans la vieille ville, à Rýnek, dans les coins là. Mais tu ressens pas en plein centre les masses de touristes comme à Cracovie notamment, ou comme à Prague en République tchèque, où pour moi c'est trop lourd en fait. Et je préfère largement habiter dans un cadre de Varsovie. Et puis bon, t'as le contexte, t'as l'ancien Varsovie, c'est avant la guerre. T'as l'époque communiste, et puis où t'habites par exemple, voilà, t'as les gratte-ciel. Sur 1 km², tu vois toute l'histoire d'un pays. Bah ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tu vois. C'est une ville qui est chargée d'histoire, en fait, et tu le vois, en fait, ça se voit, tu vois. Et ça, c'est un truc qui me plaît, tu vois. Tu regardes Varsovie en 1945 aujourd'hui, ça a complètement changé. Ah, totalement. Et il y a encore les stigmates du passé à certains endroits dans la ville. Tu retrouves voilà, les bâtiments communistes, les bâtiments modernes, et je trouve ça intéressant, tu vois. C'est une ville qui évolue, tu vois. C'est pas comme Paris, tu vois. Paris, ça bouge pas. Tu vois, il y a toujours la Tour Eiffel, les bâtiments haussmanniens, ils sont toujours là, ça bouge pas, tu vois. Et Varsovie, c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui évolue, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui me plaît, tu vois. Ça évolue très très vite. Enfin, moi, je me rappelle quand je suis allé en Pologne la première fois en 2007, donc il y a 15 ans, j'avais pris le bus de Metz, Eurolines. 24 heures de bus à l'époque, pour faire Metz-Wrocław. J'ai été à Wrocław, voilà, très belle ville. Je recommande fortement pour faire aussi un séjour là-bas. Et du coup, je me rappelle, il n'y avait que des Polonaises dans le bus. Et les Polonais me demandaient, mais tu vas à Berlin? Parce qu'en fait, le bus faisait Metz, Strasbourg, Berlin, Berlin, Wrocław, puis après, direction Varsovie. Je fais, non, mais je vais en Pologne. Ah, pour voir la famille. Je fais, non, pour travailler. Genre, qu'est-ce que tu vas faire en Pologne? En 2007, Ouais, en 2007, ça devait avoir moins la cote qu'aujourd'hui. Ouais, largement. T'avais aucun étranger à l'époque, quasiment. Je me rappelle, j'avais mis 1 mois et demi pour rencontrer mon premier Français, Français à Wrocław.
Ah ouais. Ouais, il n'y avait pas Facebook. Enfin, Ouais. Facebook, c'était vraiment au démarrage. Il n'y avait pas tous les réseaux sociaux pour Ouais. faire les contacts. Ouais. Et du coup, les Polonais et les Polonaises étaient choqués. Moi, je habite à Wrocław. Mais tu parles polonais? Non. Tu parles un peu anglais? Oui, un petit peu. Tu t'es perdu Mais du coup, ouais, c'était pour moi une expérience qui m'a mis une grosse claque dans la gueule, en fait. Ouais. C'est en partant de Metz où j'avais l'état d'esprit, ouais, mais ça bouge pas. Ouais. Je trouvais que les jeunes en France n'étaient pas super intégrés au niveau de la vie sociale du pays aussi. Et quand tu arrives à Wrocław, à l'époque, tous les jeunes travaillaient. Ouais. Alors qu'en France, le taux de chômage à l'époque pour les jeunes en 2006-2007, c'était 25% environ, 20-25%. Ouais. Et de là, en fait, je me suis rendu compte que la société polonaise est assez différente par rapport à la société française aussi. Ouais. Mais bref, grosse claque pour ma part de ce côté-là, quoi. Et du coup, voilà. De quoi on parlait déjà? De la Pologne. Et pour revenir... Donc, aujourd'hui, t'en penses quoi de ton choix? Bah, zéro regret. Hein. C'est sûr, il y a plein de raisons qui... souvent me demandent, tu sais, qu'est-ce que je fous en Pologne? En fait, les gens s'attendent à ce que je donne genre une raison, machin. Mais en fait, c'est une succession de raisons, tu vois. Et, la raison numéro 1, c'est la qualité de vie, déjà. Qu'est-ce que tu retrouves ici que tu ne retrouves pas en France, par exemple? Bah, par exemple, à Paris, je sais pas, c'est la vie de tous les jours. Tu peux avoir des conditions de vie bien meilleures pour moins cher. Tu peux avoir, là, par exemple, là, la tour ou la Cosmo Tower où j'habite. Ouais. C'est quelque chose qui est complètement inexistant à Paris. Ça n'existe pas, tu vois, ce genre d'endroit. T'as que des vieux immeubles haussmanniens, tu vois. Puis je sais pas si c'est des détails, mais par exemple quand tu te promènes dans la ville, t'as des trottoirs qui sont larges, tu respires, tu marches. Oui, c'est à pas Paris, dense à Paris les rues font 1 mètre de large et t'as 10 fois plus de monde, t'as une densité de population qui est énorme, tu vois. Et en fait tu passes ton temps à bousculer les gens quand tu marches, tu vois. Moi c'est un truc ça paraît être un détail, mais quand tu le vis au quotidien, en fait c'est super c'est chiant, lourd, tu vois. Voilà, et c'est plein de petits détails comme ça, tu vois, qui font que en fait, je me sens beaucoup mieux en Pologne. C'est-à-dire la vie de tous les jours est beaucoup plus agréable, beaucoup plus... Moins stressante. Ouais, c'est moins stressant aussi que Paris. Paris est une ville extrêmement stressante, tu vois. Et je trouve... Bah tiens, pour faire un comparatif, tu vois, Paris, je trouve c'est une ville qui devient de moins en moins attractive avec le temps. Parce qu'il y a de plus en plus d'insécurité, c'est de plus en plus sale, il y a de plus en plus de scandales, il y a de plus en plus de problèmes avec les métros parce que sans arrêt, il faut faire des travaux, tu vois, ça s'arrête jamais. Et Varsovie, c'est l'inverse. C'est Varsovie, plus le temps passe et mieux c'est, tu vois. Il y a plus de trucs, il y a des nouveaux endroits qui s'ouvrent, il y a des nouvelles tours, des machins. Et la dynamique est pas du tout la même, tu vois. Et vraiment, quand tu compares les deux, c'est frappant, tu vois. Tu sais, par rapport au changement de la Pologne, ça fait 2007 premier séjour pour ma part, et depuis 2009, j'habite à temps plein en Pologne. Ça a toujours évolué positivement. Ouais. J'ai pas vu un quartier en fait qui était bien, qui s'est délabré. Ouais. Et même les quartiers qui étaient, on va dire, dans des conditions difficiles, je prends le cas à Cracovie, tu as le quartier juif, et tu as le quartier Starapodgórze, tu as un pont piéton. Ouais. Bah, le quartier là, avant, c'était le quartier le plus dangereux de Cracovie. Ah oui, moi, j'ai des amis qui sont de Cracovie à la base, et quand ils étaient au lycée là-bas, ils partaient en courant prendre le tram pour pas rester dans le quartier. C'était très dangereux. Okay. Alors qu'aujourd'hui, tu y vas, c'est touristique. C'était dangereux dans les années 90 ou... Ouais, 90, 2000, c'était pas... Ah ouais, okay, non. Okay. En fait, on se rend pas compte, la Pologne, comment c'était dans les années parce que 80, 90, et ensuite 90 à 2000, c'était, on va dire, compliqué. En vrai, tu dis, tu vois, j'y suis allé, et c'est sympa. On n'imagine pas du tout que 20 ans avant, c'était... Si tu y retournes, tu peux demander à tous les restaurateurs qui sont sur place, et ils te diront la même chose. C'était un quartier, l'un des plus dangereux de Cracovie, voire de Pologne. C'était vraiment risqué d'aller se balader le soir là-bas, par exemple. Okay. Et moi, j'ai demandé à les amis, ils rentraient en courant chez eux, en prenant le bus ou le tram, ils ne restaient pas là. Et donc, c'est intéressant, c'est que tu ailles à Poznań, à Gdańsk, à Varsovie, même à Praga, à Varsovie. Ouais. Praga, Varsovie, il y a 20 ans, oui, c'était dangereux. Mais aujourd'hui, ça l'est pas du tout. Ouais. Et pour référence, par exemple, dans l'agence immobilière que je gère, souvent les Français, enfin les parents qui nous contactent pour loger leurs enfants pour, je sais pas, un cadre Erasmus par exemple, les premières questions c'est oui, la sécurité, Praga, on veut pas habiter là-bas, machin, c'est trop dangereux. Je fais mais non, mais il se passe rien, c'est fini ça.
Et ils ont toujours en fait l'aspect de l'insécurité, peut-être qui est vraiment omniprésent en France. Et ils pensent que c'est la même chose en Pologne, mais c'est pas le cas. Ouais. Et d'où, la parenthèse, voilà. Et pareil, tu vois, c'est l'inverse. Il y a plus en plus de... J'ai connu le Paris des milieux des années 2000, tu vois. Et mes parents, notamment ma mère, a connu le Paris des années 80-90 et on dit tous la même chose, quoi. Il y a des quartiers qui deviennent infréquentables alors que 10-15 ans avant, c'était cool, bien, tu vois. ouais. Ouais, et ça, je sais pas si ça repartira dans la trajectoire inverse un jour, mais moi je le vois, l'évolution, je le vois à chaque fois que j'y vais, chaque année, c'est une réalité, c'est de plus en plus dangereux, c'est de moins en moins bien fréquenté. Donc ouais, ça contraste par rapport à Varsovie. Ouais. Ah non, c'est compliqué. J'ai organisé par exemple 2 masterminds ici, où j'ai ramené environ 25 personnes par mastermind, ça dure 8-9 jours. Et au bout de 2 heures, c'est toujours le même choc en fait. C'est une grosse claque dans la gueule à chaque fois pour eux. Les gens disent ouais, c'est propre. Je me sens en sécurité. Les gens sont civilisés. Tu vas au restaurant, les gens se comportent bien. T'as déjà été au parc Santago ? Non, jamais été. C'est le grand parc aquatique près de Varsovie. Non, j'ai jamais fait. Bah, tu peux y aller. Et tu fais la comparaison avec Aqua Boulevard et... Ah ouais, Aqua Boulevard, on m'a raconté, on m'a montré photo, j'y suis jamais allé à cause de ça, tu vois. Mais tu vas à Santago, ça s'appelle le parc, c'est le plus grand parc aquatique couvert d'Europe. C'est immense. Hein. Et t'as un bar dans l'eau. Et les gens, ils sont ok, peut-être un peu bourrés, mais ils se comportent bien. T'as pas d'incivilité, personne va te faire chier avec ta copine, etc. T'as pas d'effet de groupe avec des tendances malsaines. C'est pas le cas. Et à chaque fois, je ramène les groupes, on m'assemble là-bas. Et elle me dit, mais c'est incroyable. Les gens, ils respectent la queue, personne ne crache par terre. Ouais, ils sont surpris, parce que la normalité, quand t'es à Paris, on te dit l'incivilité, c'est normal. Mais c'est pas le cas, normalement. Ouais, et toutes les personnes que je connais qui sortent quasiment jamais de la France, ils disent non, mais c'est la vie normale, c'est les grandes villes, c'est comme ça, c'est machin. Non, je suis pas d'accord. Tu voyages, il y a des pays où c'est complètement différent, et en fait, c'est là où tu te rends compte qu'en France, il y a un problème et que, en fait, la normalité, c'est pas ça. La normalité, mais ils essaient de faire croire que c'est la norme européenne, en fait. Ouais, et c'est complètement fou, c'est pas la norme, quoi. Tu voyages, tu vas voir d'autres villes, tu vas voir. Quoi, ça. Et là, tu te rends compte qu'il y a un problème par rapport à ça, réel. C'est ça. Et dis-moi, par exemple, si je suis nouveau à Varsovie et que je rencontre une demoiselle, ça serait quoi pour toi la date parfaite sur Varsovie, en fait? Si t'as, je sais pas, des endroits à recommander. Ah, l'endroit, tu veux dire? L'endroit où toi, par exemple, si t'as vraiment une fille, ta copine actuelle, par exemple, que vous êtes ensemble, et pour toi, c'est quoi la date parfaite à Varsovie, par exemple? 2 endroits où j'aime bien aller, c'est, je sais pas si tu connais, Dom Whisky et Loretta Bar, c'est 2 endroits que je préfère. Et après bon, c'est un peu contre-intuitif, mais quand tu fais un premier date, faut pas essayer de faire le premier date parfait. Tu vois. En général, quand tu essaies de faire parfait, tu te foires. De quoi? Tu te foires, des fois. En fait, tu te foires, et puis souvent, tu fais quelque chose de très conventionnel qui, en fait, est sans émotion, tu vois. Par exemple, ma copine actuelle, j'ai rencontré au Green Café Nero, tu vois, on a bu un café, ça a duré un quart d'heure, c'était entre deux meetings, tu vois, c'était vraiment en speed, tu vois. D'accord. Et ça a posé aucun problème, tu vois. Mais tu l'as rencontré sur les applications? Ouais, les applications. D'accord. Tu l'as pas abordé au café? Non. Non, ça, je suis spécialisé sur les applications de rencontre et j'utilise les méthodes que j'enseigne, tu vois. Et en fait, quand tu as compris comment ça marche et que tu as une méthode qui marche bien, tu n'as pas besoin d'aborder. Enfin, tu peux le faire, mais en fait, tu n'as pas besoin, quoi. Ok. Non, c'est anecdote. Il y a 2-3 semaines, je vais au café. Je sais pas si tu connais Coffee Desk. Si, je connais, ouais, celui de Vilchat, pas à Povisley, tu sais. Et je sors du bureau, je dis tiens, je vais prendre un café pour bosser encore tranquillement. Parce que des fois, j'aime bien bosser au café. Et je rentre dedans et je tombe je vois une fille vraiment charmante, hein. Waouh. Et une bonne énergie, je sais pas, des fois ça se ressent. Et du coup, je rentre dans le café et c'était extrêmement silencieux. C'est pas Nero Coffee, t'as la musique où tu peux discuter, tiens, salut. C'est vraiment un café où il y a pas de bruit. Et donc, je voyais pas comment l'aborder. Voilà, et je me suis dit, ça se trouve, elle a pas Tinder, elle a pas Instagram, ça va être compliqué de la revoir. Hein. Et donc, je me pose pas très loin d'elle. Et au bout de 3 quarts d'heure, les circonstances font qu'elle va dehors pour prendre l'air. Et je dis, tiens, c'est le moment ou jamais. Donc, je prends mon courage à 2 mains, je sors dehors et je lui dis, salut. Et je demande en anglais, tu parles anglais, ou peut-être polonais ou français. Enfin, non, juste anglais. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter et à faire connaissance. Voilà.
Et du coup, je la vois ce soir. Deuxième date. Et la première date, on l'a fait à Loretta Bar. Ouais. Parce qu'en fait, au bout d'un quart d'heure, j'ai vu qu'on avait une bonne vibe. Hmm. Et donc, automatiquement, voilà, un café, je voyais pas le sens. Donc, je lui ai dit, écoute, viens, on peut se voir dans la semaine si tu veux. Ouais, très bien ça. Puis, voilà, Loretta Bar, ça s'est bien passé. Et ce soir, on se revoit. On va à Staredom. Ouais. Je sais pas si tu connais. Non. Staredom ? Non, je connais pas. Un très bon restaurant polonais. T'as Różana, je sais pas si tu connais. Non. Moi, je te conseille avec ta copine pour la surprendre. Parce que ta copine, elle est polonaise Ouais, ou elle est polonaise. Bah, tu peux l'emmener à Staredom ou à Różana. Okay. Tu lui dis rien, hein, et tu l'embarques là-bas. Ok. Du coup, voilà. Donc, en termes de date, ouais, tu proposes Loretta, Dom Whisky. Ouais, mais même tu peux même le faire. Tu peux faire des home dates aussi. Ou, par exemple, dans les méthodes que j'enseigne, il y en a une que j'ai créée qui s'appelle la méthode home date. En fait, tu fais le premier date directement chez elle ou chez toi. Et ça marche, contrairement à ce qu'on pense. D'accord, donc tu as une approche sur les applications. Ouais. Généralement, tu vas préconiser genre un rendez-vous café. En fait, c'est toi qui décides. C'est tout. Il faut vraiment se mettre dans ce mindset-là. C'est pas une obligation de faire un premier date dans un superbe bar cosy avec les bougies, les machins. Ah bah non. T'es pas obligé. Hein. Tu peux faire les premiers dates là, mais tu peux faire des home dates ou tu peux faire un date. Par exemple, l'été, moi j'aime bien faire les dates au bord de la Vistule, tu vois. Ouais, se promener, prendre un café. Ouais, là c'est génial. Ou juste café emporté aussi, ou dans un parc. Enfin, en fait, tu fais ce que tu veux. Et c'est plus à toi de décider ce que toi t'as envie de faire, tu vois. Faut pas se mettre dans la tête une norme en disant date 1 il faut absolument aller là, et puis date 2 machin. C'est en fait la norme, c'est toi qui l'as définie, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est très puissant à comprendre en séduction. C'est en fait tes croyances définissent les résultats que tu vas avoir, mais je veux dire, ça définit tout, tu vois. Je prends des exemples. Si tu penses par exemple que pour coucher avec une femme il faut attendre 5 dates, c'est ce qui va se passer. Tout tes dates, il va rien se passer avant 5 dates. Et la mauvaise nouvelle, c'est que en général, avant 5 dates, elle disparaît parce que tu fais rien. Elle va se dire, il fait rien, soit il est pas intéressé, ou soit. Soit le tenir en friend zone. Ou soit, en fait, comme tu fais rien, en fait, tu crées les conditions pour te mettre en friend zone parce que tu casses toute attraction sexuelle et donc friend zone. Et c'est comme ça que la nana te dit, écoute, ouais, t'es sympa, t'es cool, des belles discussions, c'est génial. Mais il manque un truc, tu vois. Et les femmes vont te l'exprimer comme ça, elles vont te dire, il manque la petite étincelle, tu vois. En fait, cette petite étincelle qu'elle veut, c'est le mec qui va mettre les pieds dans le plat et qui va créer de la tension sexuelle, tu vois. Dans le mot tension sexuelle, il y a le mot tension, tu vois. Donc, tu dois créer de la polarité. Tu dois créer une situation qui fait qu'il y a une tension qui apparaît, tu vois. Et ça se fait en avançant, en prenant des risques. Donc si tu fais rien avant 5 dates, en fait, il se passera jamais rien, tu vois. Et donc tu peux avoir cette croyance-là et avoir aucun résultat. Ou tu peux aussi avoir la croyance que, en fait, je sais pas, que c'est normal pour toi, tu rencontres une nana et que tu peux coucher avec elle en 1 heure ou 2. Et c'est ce qui va se passer aussi. J'en connais qui le font encore plus rapidement, tu vois, parce qu'ils ont cette croyance-là. J'ai un ami, par exemple, lui, il est pas du tout en couple, il est en mode serial drag, séduction. Oui, il s'amuse beaucoup, oui. Lui, sa croyance absolue, c'est les dates, c'est toujours la même chose. Donc, tu peux scripter à l'avance tes discussions et ramener la nana au bout d'1 heure chez toi. Et c'est ce qu'il fait à chaque fois, systématiquement. Alors après, on peut dire bien, pas bien, c'est un autre débat. Mais c'est sa réalité, tu vois. Et c'est ce qui se passe pour lui. Donc, en séduction, c'est important de comprendre. Et en entrepreneuriat, c'est pareil. En fait, ta croyance va déterminer ta réalité, tu vois. Et on se rend pas compte à quel point c'est puissant, tu vois. D'où l'importance d'avoir des croyances qui sont intéressantes pour toi, de bien les travailler, parce que ça va être la matière première, la base de travail qui va définir tout le reste, tu vois. Regarde, en entrepreneuriat, c'est pareil. Si tu penses que pour créer une grosse boîte, ça prend 10 ans, tu vas mettre 10 ans. Par contre, si tu te dis, je peux créer un gros projet en 6 mois, et quand tu as cette croyance-là, toutes tes actions vont être orientées par rapport à ça. Si tu as vraiment la croyance qu'en 6 mois, tu peux créer une grosse boîte, tu vas tous les jours te poser la question, comment je peux faire pour y arriver en 6 mois ? Donc, tu vas éliminer toutes les actions qui t'y amèneront pas, comme créer un blog, par exemple, tu vois. Ouais. Moi, j'ai commencé par un blog parce que j'y connaissais rien. Mais si je devais recommencer de zéro, je commencerais pas par un blog, tu vois. Parce qu'un blog, ça prend des plombes, ça prend des années, tu vois. Oui, c'est chronophage. C'est extrêmement chronophage, c'est incertain aussi. Donc, si tu dis, je crée une grosse structure en 6 mois, tu vas t'intéresser à la publicité.
tu vois, forcément. Et comme la publicité, ça coûte cher, bah, tu vas dire, bah, je vais faire des produits high ticket, des produits très chers, pour pouvoir financer ces pubs-là, tu vois. Et donc, toutes tes actions vont être drivées par rapport à ça, et bah, quand vraiment tu y crois à fond, bah, ça marche. Ok, mais si tu prends par exemple quelqu'un qui a beaucoup de pensées limitantes, ouais. Et tu veux imposer une croyance, voilà, en 6 mois, tu crées ta boîte, machin, mais des fois, tu vas avoir des conflits internes entre tes pensées limitantes et ta croyance, en fait. Ouais. Comment tu arriverais, en fait, à résoudre ça? Bah, déjà, t'imposes pas une croyance à quelqu'un, ça marche pas. Parce que quand tu le fais, tu vas avoir un mécanisme de défense. Ou c'est quelqu'un qui veut changer, je veux dire. Par exemple, si quelqu'un vient vers toi, te demande des conseils, et tu vois qu'elle est la personne-là, que ce soit homme ou femme, peu importe, qu'elle a énormément de pensées limitantes, mais qu'elle veut changer. Ouais. Bah, la première chose à faire, c'est de comprendre d'où viennent les croyances limitantes. Par exemple, en séduction, il y a une croyance extrêmement prégnante chez les mecs qui est en séduction, si t'as pas un beau physique, c'est mort. Ça t'arrivera à rien. Il y a un mec qui dit ça, tu dis ah ouais, d'où elle vient cette croyance? T'es vraiment sûr qu'il faut avoir un physique impeccable, faut avoir un physique de Brad Pitt, faut avoir un beau corps, machin? T'as pas des contre-exemples autour de toi? T'as jamais vu des mecs qui ressemblent pas à grand chose, qui sortent avec des très belles femmes? Comment tu l'expliques? Ah, mais ils sont riches, machin. T'es sûr? T'es sûr qu'ils sont riches? Peut-être pas. À ton avis, comment ils ont fait, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il y a... Toi, t'es peut-être sensible au physique, mais tu penses pas que les femmes sont sensibles à autre chose? À ton avis, quoi? Tu vois, et tu poses des questions. Et en fait, au bout d'un moment, la personne se rend compte que souvent, ces croyances limitantes, elles sont sans fondement, en fait. C'est-à-dire, c'est des trucs c'est des films qui s'est fait, ou alors c'est des on-dit de quelqu'un, mais qui en fait ont pas de base rationnelle solide, qui sont bourrés de contre-exemples, tu vois. Et l'importance du physique en séduction en est une, tu vois. C'est les mecs qui ont cette croyance-là, en général, c'est les mecs qui arrivent pas, tout simplement, tu vois. Et des contre-exemples, il y en a plein, tu vois. Ok, donc toi, tu vas poser les bonnes questions. Ouais, tu challenges la croyance. T'es vraiment sûr? Pourquoi tu penses ça? D'où ça vient? Machin. Même tu poses la question, et qu'est-ce qui se passerait si tu avais la croyance qu'en fait le physique c'est extrêmement secondaire? Qu'est-ce qui se passerait si tu disais que la compétence la plus intéressante à développer pour séduire une femme, c'est savoir créer de l'émotion? Qu'est-ce qui se passerait? Je pense aussi, par rapport à mon expérience, c'est aussi l'énergie. Ouais, il y a l'énergie aussi. L'énergie, je pense que c'est un point important. C'est comme par exemple, moi j'ai pu rencontrer des belles femmes par exemple. Ouais. Mais il n'y avait pas cette énergie en fait. Et par la suite, même si c'est une belle femme, son niveau d'attractivité, de moi à elle, il baisse en fait. Oui. Tu as un niveau tu te désintéresses par rapport à sa personne. Et je pense que l'énergie, c'est un point clé aussi entre deux personnes. C'est un très bon exemple, effectivement. On a tous connu des femmes qui sont très belles physiquement, mais en fait, plus tu pars avec elles, et moins t'es attiré. Tu vois. Ou à l'inverse, des femmes qui, tu regardes les photos, c'est une personne normale, sans plus. Et en fait, je sais pas, quand tu discutes avec la personne, il y a une énergie que tu as du mal à expliquer, mais il y a une énergie qui t'attire. C'est palpitant, c'est une sorte de connectivité, on va dire ça. Puis c'est ça. La vibe, c'est vachement important en fait. Ouais, c'est ça. Sur une relation, même là, actuellement, tu es en couple et tu as eu différentes expériences de couple aussi. Oui. Donc tu peux aussi te rendre compte que si tu n'as pas de bonne énergie avec la personne, c'est compliqué à créer une relation amoureuse. Hein. Ah bah ouais. Et même et ce que les mecs comprennent pas, tu vois, en séduction, c'est eux, ils pensent que le physique fait tout parce que eux, en tant que mecs, c'est le premier truc qu'ils regardent, tu vois. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que les femmes regardent autre chose. Regardent le charme, ce qu'on appelle le charisme, tu vois. C'est pour ça que pour les personnes qui travaillent avec nous, la première chose qu'on fait quand ils intègrent notre programme, c'est de travailler le charisme, tu vois, de développer le charisme. Et ça se fait d'abord avec le dress code et ensuite avec l'attitude, tu vois. D'accord. Je te prends un exemple très con. Par exemple, ton langage corporel. Il y a une énorme différence. Par exemple, tu vois, si je me voûte comme ça, si je suis comme ça, tu vas me dire machin. Par contre, différents langages corporels, hop, tu te cales comme ça. C'est pas du tout la même énergie. Pourtant, je suis la même personne, tu vois. J'ai juste changé ma posture. La posture est clé sur l'énergie, sur l'impression que tu vas donner à quelqu'un, tu vois. Y compris en photo, tu vois. Parce que là, t'as tous les mecs qui vont dire ouais, mais les sites de rencontre, c'est les photos qui font tout. Je dis ouais, mais il y a à prendre une photo, une mauvaise photo, une bonne photo. Avec les photos, tu peux tout faire. Tu vois, tu peux avoir une même personne avec le même dress code et je sais pas, complètement voûté à avoir une énergie, une très très faible niveau d'énergie, et une photo qui va être prise complètement différemment.
et où tu dis putain cette personne il dégage un truc, tu vois. Bah ça c'est l'art de la photographie, tu vois. Et ça commence comme ça, tu vois. C'est pour ça quand on fait des avant-après des clients, bah en fait tout le monde est bluffé à chaque fois. Je leur dis, tu sais, il s'est coulé que 2 semaines entre le avant et le après de nos clients, tu vois. Je dis, ah ouais, putain, on dirait pas du tout, machin et tout. Mais c'est pas la même personne, t'as l'impression que c'est une personne différente. Voilà, alors qu'en fait, il y a eu que 2 semaines. Parce que Mhm. juste, on a changé la posture, on a changé l'énergie, on a changé le dress code, on a changé l'attitude au moment où la personne pose en photo. Et tu peux jouer sur plein d'autres paramètres, les couleurs aussi, les couleurs ça joue énormément, la température de la photo, tu vois, une photo qui va avoir une température froide et une photo température chaude, c'est pas du tout la même chose en termes de perception d'énergie. Et donc en fait, il y a plein de petits facteurs, de petits secrets de photographie sur lesquels tu agis et qui font que l'énergie de la personne va être perçue très différemment, tu vois. Mais ça, tu l'as appris par toi-même ou c'est quand tu as consulté, je sais pas, d'autres personnes dans le business là? En séduction, tu veux dire ouais. De ce côté de la, non, de la photographie. Ça a été avec le temps. C'est quand je me suis. Alors, au début, en 2008, quand j'ai commencé la séduction, ça n'existait pas, les applications de compte. Il y avait un site qui s'appelait Mythique à l'époque, mais c'était un peu vu comme quelque chose de ringard, tu vois. Donc, ça n'existait pas. Et puis ensuite, Tinder, c'est apparu début des années 2010. Mais à l'époque, il n'y a rien qui existait, tu vois. Personne donnait des conseils Tinder, personne savait c'était quoi une bonne photo Tinder, tu vois. Donc, et moi, j'ai démarré dans cette période-là, tu vois. Donc, il a fallu tout inventer, parce que ça n'existait pas. Donc, ça s'est fait avec le temps. Et là, aujourd'hui, quand il y a des personnes qui veulent travailler avec nous, en fait, on leur offre ce gain de temps. C'est-à-dire, on leur dit, en fait, au lieu de passer 5 ans à faire des essais-erreurs, à tester des trucs, des machins, parce que tu vas peut-être y arriver. Mais la question, c'est combien de temps ça va te prendre? Oui, puis combien de temps, l'énergie, enfin, toute énergie, le temps. Ouais, il faut être persévérant. Persévérant. Voilà, parce que t'as toujours des mecs qui vont dire ouais, je te le fais avec l'accent du Sud, mais les mecs qui disent t'inquiète, Mike, moi je suis un mec persévérant, moi je vais y arriver. Moi tu vois, j'en ai eu au téléphone qui m'ont dit ça, qui m'ont dit Mike, tu sais, moi j'ai tout réussi dans la vie, toutes les difficultés. Je sais tout. Et à chaque fois, je leur dis ouais, non, mais je suis sûr, tu vas y arriver, j'ai aucun doute là-dessus. La question, c'est combien de temps ça va te prendre. Tout quand j'ai un mec, par exemple, je sais pas, un mec qui a 38, 40 ans au téléphone, je lui dis t'es prêt à attendre 5 ans? Dans 5 ans, t'auras 45 ans. T'auras vieilli de 5 ans encore. T'es prêt à assumer ça, tu vois? Là, je sais pas, tu vois. Et nous, on leur fait gagner du temps, tu vois. D'accord. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Mais quand j'étais salarié, je m'en rendais pas compte, tu vois. Et là, je suis entrepreneur, je m'en rends compte. En fait, la chose la plus importante au monde, c'est le temps, tu vois. C'est pas l'argent. Et ça, c'est quelque chose que m'a appris mon mentor en entrepreneuriat. Il m'a expliqué. L'argent, ça a un seul but, c'est de te faire gagner du temps de vie pour apprécier la vie. Ça ne te sert qu'à ça, tu vois. Ça a aucun intérêt d'accumuler de l'argent pour, je sais pas, pourquoi. Qu'est-ce que tu vas en faire, tu vois. Et en plus, c'est débile parce qu'avec l'inflation, ton argent que tu stockes perd de la valeur, tu vois. Perd de la valeur, oui. Donc, même d'un point de vue économique, c'est débile, tu vois, de stocker et de rien en faire. Et non, l'argent te sert à investir sur toi, investir sur ta vie pour avoir une vie meilleure. Et pour gagner du temps, surtout. Ça te sert qu'à ça, tu vois. Et quand tu as compris ça, en fait, c'est game changer dans ton mindset. Parce que ça m'a pris du temps de comprendre ça, tu vois. Et quand j'ai compris ça, à chaque fois que je veux atteindre un objectif ou quoi, je me dis, ok, c'est quoi la manière la plus rapide d'y arriver? Je m'entoure des personnes qui savent faire, je les paye s'il faut payer et let's go, tu vois. Donc, je sais pas, quand par exemple je me suis formé au marketing ou au commerce, tu vois, parce qu'à la base je viens d'école d'ingénieur, donc j'ai pas du tout été formé. Oui, t'as pas été formé dans le milieu là. Voilà, ouais. J'ai pas été formé dans ces milieux, mais il a bien fallu que j'apprenne, tu vois. Parce que quand tu crées une entreprise, il faut vendre. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses, mais la vente, c'est une des choses les plus importantes, tu vois. Et à cette époque-là, j'étais au niveau 0, tu vois. Je savais pas avant le marketing, je sais pas ce que c'était. Ça, c'était en 2014, 2015, c'est ça? Non, après, c'est en 2015-2016, j'ai créé le blog, et quand c'est devenu assez sérieux, c'est vers 2019, tu vois. 2019. Et à cette époque-là, bon, je gagnais déjà suffisamment pour démissionner, mais c'était pas des sommes de fou furieux non plus, tu vois. Et donc, il fallait que je m'améliore là-dessus. Et là, tu as le choix, tu vois. Tu vas apprendre la compétence de la vente, par exemple. Tu as le choix entre regarder des vidéos YouTube et attendre 10 ans pour progresser, ou alors de prendre l'autoroute, de te former chez un mec qui maîtrise cette compétence et de te faire coacher par lui. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et putain, c'est game changer, quoi. Par exemple, quand tu fais des appels de vente, la personne va écouter ton appel, va te dire précisément qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faut que tu changes, etc. Et putain, tu gagnes des années de vie, hein, comme ça.
Parce que si t'avais pas cette personne-là pour te baquer, il te faudrait des années pour arriver au même niveau. Tu te rends compte. Parce que personne te fait de retour, tu vois. Oui, tu veux pas te rendre compte de tes erreurs. C'est ça. Et quand t'as la tête dans le guidon, en fait, attends, c'était quoi déjà la phrase? C'est une phrase du genre, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Je crois que c'est un truc comme ça, la phrase. Et en fait, si quelqu'un t'explique pas ce que tu ne sais pas, en fait, t'es pas au courant qu'il y a des choses que tu ne sais pas, tu vois. Jusqu'au jour où tu t'en rends compte par toi-même, mais c'est combien de temps plus tard? 5 ans, 10 ans après, t'as perdu 10 années de ta vie, tu vois, entre-temps. Et quand t'as ces personnes-là qui te mettent directement sur l'autoroute, en fait, t'as des résultats très rapidement et puis tu profites, quoi, tout simplement. Ok, très bien. Et du coup, tu te rappelles de tes premiers clients? Oui, bien sûr. C'était comment à l'époque? C'était quand t'as lancé le blog, ensuite t'as lancé je suppose, tes formations, J'ai commencé par le coaching au début et c'était horrible d'ailleurs, les premiers coachings. C'était horrible. Dans quel sens? Sens du client ou pour toi dans le sens Non, sens du client. Au début, en fait, j'avais la croyance que pour avoir des clients, il faut que je sois pas cher. Donc du coup, j'ai mis j'ai pris des prix très très bas. Et en fait, j'ai eu les pires clients qui soient, c'est-à-dire des étudiants, des chômeurs qui ont aucun respect de ton temps, qui pensent que tout leur est dû. Qui te font un caca nerveux quand tu dis, par exemple, je sais pas, le mec il paie 3 heures de coaching. Si tu lui files pas un petit 20 minutes en plus parce que c'est le sens du commerce, en fait, le mec t'envoie chier, quoi. Il dit, ouais, putain. Ils ont pas de respect par rapport à. Zéro respect. C'est vraiment les premiers clients que j'ai eu, c'était les pires clients qui soient, tu vois. Et au début, j'étais un peu dégoûté. Je me disais, putain, en fait, les gens sont ingrats et tout. Et en fait, j'ai compris que par rapport au positionnement prix, en fait, j'attirais ces mecs-là. Parce qu'en fait, quand tu te positionnes sur du low cost, en fait, t'attires ce genre de population, tu vois. Puis un jour, j'ai compris ça. Je dis, non, en fait, j'ai pas envie de bosser avec des chômeurs, tu vois. J'ai envie de bosser avec des gens qui respectent ton temps, qui ont un cerveau qui fonctionne normalement, tu vois. Donc, c'est là que j'ai commencé à augmenter mes prix. Puis là, j'ai changé de clientèle. J'ai commencé à avoir des ingénieurs, des cadres, etc. Et là, c'était complètement différent, tu vois. C'est des personnes beaucoup plus agréables, tu vois. Ok, ouais. Donc, au début, t'avais les clients, on va dire, à bas prix, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Puis après, t'as décidé de changer tes formules et de proposer... Ouais, mais ça s'est fait petit à petit. Encore une fois, tout ça, moi, je le savais pas à l'époque. Et je pense que j'aurais gagné des années de progression si quelqu'un à l'époque m'avait expliqué quoi faire, tu vois. À l'époque, je partais de zéro et j'avais pas de mentor quand j'ai commencé, tu vois. Donc, c'était beaucoup d'essais-erreurs. Là, c'est une évidence aujourd'hui quand je t'en parle. Mais à l'époque, je m'en rendais pas compte. Ouais, mais je vais rebondir sur ça. Par exemple, quand j'avais aussi créé un blog en 2010 quand j'ai lancé mon business, avant de créer mon business, pardon. Et à l'époque, en 2013, j'avais lancé la première plateforme d'offres d'emploi en anglais en Pologne. Ouais. Et tout était gratuit au début, en fait. Et par la suite, on a commencé à faire des formules payantes, mais on a été, au niveau vraiment le bas prix, tu sais. Ouais. Et donc, forcément, on a attiré des clients entreprises qui proposaient des jobs aussi, à bas prix. Donc, en fait, y a ça. Et derrière ça, quand on a lancé les services d'immobilier, moi, je me rappelle, au début, c'était gratuit. Et par la suite, c'était payant. Mais je me rappelle, je n'osais pas faire les factures, en fait. Ouais. Au début, ils n'ont pas payé autant pour nos services. Mais en fait, si, les gens sont capables de payer, en fait, si tu proposes des services de qualité. Oui, si ton service est de qualité. Et c'est ce que j'ai vu à l'époque, en fait, des pensées limitantes par rapport à ça. Tu dis, tu vas envoyer tant de factures, tu demandes tant. Ça... Et en plus, venant d'un monde salarié, moi aussi, j'ai eu des blocages par rapport à ça. Donc, j'ai du mal à évoluer sur ce point-là. Et ça a pris du temps. Ouais, faut te déconditionner de tout ce que tu as appris avant. Et ça prend du temps. Non, c'était ça. Alors, regarde, tu vois, quand je travaillais chez Airbus et que j'étais en école d'ingénieur, à l'époque, on m'a enseigné que le marketing, c'est pour vendre des produits de merde parce que c'était un bon produit, tu n'as pas besoin de marketing, tu vois. Ce qui est une énorme connerie. Parce que oui, quand tu as un bon produit, tu vas quand même avoir des clients. Mais l'entreprise qui aura un meilleur marketing que toi va t'écraser, tu vois. Même si le produit est moins bien. C'est con, mais si tu as une entreprise, mauvais marketing, bon produit, et une autre, bon marketing, mais mauvais produit, c'est l'entreprise avec le bon marketing qui va gagner, tu vois. Oui, forcément. C'est cruel, mais c'est comme ça. Et donc, en fait, tu es obligé de t'intéresser au marketing, tu vois. Sinon tu plafonnes très très vite, tu vois. Et donc il a fallu que je me déconditionne de ça, donc c'est-à-dire de m'expliquer que voilà, que quand j'étais chez Airbus, on disait les commerciaux ça sert à rien. On disait les commerciaux c'est des vendeurs de tapis, des vendeurs de chaussettes qui font miroiter un truc.
avec enfin vraiment on avait une mauvaise vision des commerciaux, tu vois. On estimait que ça servait à rien, qu'en fait l'argent il fallait l'investir dans la R&D, dans l'ingénierie, tu vois. C'est vraiment ce qui rapporte l'argent, c'est les vendeurs, les commerciaux. C'est bien de faire les produits, mais c'est les commerciaux qui font rentrer l'argent à la fin. Et en fait c'est voilà, dans les départements d'ingénierie, les mecs ils comprenaient pas ça, quoi, en fait. C'est comme par exemple l'auteur d'un livre. Ouais. Tu vas avoir le meilleur livre du monde, mais si le marketing il est pas fiable, tu le vends pas. Hein. Oui. C'est ça, la couverture, comment c'est la promotion sur Internet, les affiliations, etc. Quoi. Et sans ça, tu veux pas vendre. Ouais, c'est impossible. Ça, c'est un très bon exemple. Je suis sûr, il y a plein de bouquins qui sont super bien écrits, hyper intéressants, et en fait, les mecs font aucune vente parce qu'en fait, marketingement parlant, ça donne pas envie, quoi. Oui, ça arrive. Ouais. J'ai déjà vu des livres comme ça où t'as pas envie de. Oui. Il y a des études marketing qui ont été faites aussi, par exemple, où tu as un livre avec une cover et ça fait un certain nombre de ventes. Et juste tu changes la headline, le titre, les couleurs, donc la couverture, machin. Tu changes rien en contenu. Et genre, tu fais x10, x100 de ventes et ton livre peut devenir un best-seller comme ça. Il y a des expérimentations qui ont été faites comme ça pour montrer que le marketing, en fait, fait jouer énormément, tu vois. Alors que le contenu est le même. Il n'y a rien qui a été changé, tu vois. Juste la cover qui change. Et parce qu'aujourd'hui, t'as pas que le business de la séduction, en fait. Non, d'autres business à côté, non? Ouais, là, je suis en train de développer business séduction à l'international, ça c'est en cours. Et puis sinon, j'ai aussi un cabinet d'accompagnement en marketing pour d'autres dirigeants d'entreprise. D'accord. Et qu'est-ce qui te rapporte le plus de chiffre d'affaires actuellement? Chiffre d'affaires, c'est toujours séduction, parce que c'est ma plus ancienne activité. Tu vois, cabinet de marketing, ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi, tu vois, donc c'est encore assez récent. Donc ouais, c'est toujours séduction aujourd'hui. La séduction, d'accord. Et donc au niveau de l'international, c'est quoi les objectifs par rapport à ça? Ce que je fais aujourd'hui en France, mais l'international. D'accord. Et donc tu as monté une équipe, je suppose, voilà, d'anglophones. Ouais, enfin anglophone non, ça c'est en cours, mais la partie France, on est une quinzaine de personnes. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Et tu as des clients en Pologne par hasard ou pas encore? J'en ai eu, mais c'est des Français, c'est pas des Polonais. D'accord, oui, t'as importé des Français. Alors, il y a une fois j'étais sorti aux scènes et je sais pas, on discutait avec un mec et je lui ai dit que je faisais de la séduction et tout, je lui ai montré. Et il était intéressé et tout, mais il a procrastiné, il n'est jamais devenu client du coup. Il dit non. Il t'a pas recontacté par la suite? Si, mais comment dire, il a besoin encore de se prendre des échecs avant d'aller vers ma solution. Ça, c'est un truc qui est très masculin. C'est en fait souvent les mecs, tant qu'ils sont pas au bout du rouleau, ils veulent encore essayer par eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire le mec, par exemple, j'ai rencontré, il m'a montré ses photos, je lui ai dit mec, what the fuck, c'est quoi ces photos, quoi? Tu vois, des selfies dégueulasses, ou une selfie, il est là avec sa bière, machin et tout. Je lui dis mais t'essaies de vendre du rêve là, sur Tinder. D'accord, ok. Ah mais tous, hein, ils ont tous... En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils pensent tous qu'ils ont des profils normaux, quoi, des profils bien, et à chaque fois, je dois leur expliquer, non, t'as un profil bas de gamme qui est pas intéressant, et t'as aucune chance en l'état. Et en fait, tant que les mecs, ils ont pas épuisé toutes les solutions auxquelles qu'ils pensaient utiliser, en fait, ils veulent continuer d'essayer par eux-mêmes, tu vois. Et t'as beau leur expliquer que tu le sais, il va rien se passer. Tu vas perdre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et tous. Hein, j'ai jamais rencontré un mec de ma vie qui... jamais, c'est jamais arrivé. J'ai rencontré un mec qui a un profil de merde qui me dit non, mais je vais essayer, je vais y arriver, et qui arrive. Jamais. J'en ai jamais rencontré. Jamais vu, ouais. Tu peux avoir à la marge un peu plus de résultats, mais il aura pas le résultat qu'il veut, tu vois. Ou une fois, j'ai eu un pote, ça fait 3 ans, je crois qu'on se connaît. Il sait que je fais de la photo, machin et tout. Mais il s'est dit, ouais, non, mais je vais me former par moi-même, je vais apprendre des photos, machin. Ça fait 3 ans qu'il essaie, 3 ans qu'il essaie de prendre des photos, des machins et tout. Il a un peu plus de matchs sur les applications de rencontres, mais il n'arrive toujours pas à conclure. Il n'y a pas de changement. Il n'y a rien, tu vois. Il va bientôt avoir 40 ans, tu vois. Donc le temps continue de passer. Il ne s'est rien passé.
Et une fois, je lui ai dit, tu vas attendre d'avoir quel âge pour... Tu vas te réveiller à 50 ans tu vois. Oui, pour agir par rapport à ça. Parce que c'est à la marge. En fait, c'est la grande erreur de tout le monde, c'est de chercher la petite technique qui va complètement transformer tes résultats. Le hack, tu vois. Oui, le hack, oui. Voilà, le hack, la phrase magique sur ton profil Tinder qui va faire que tu passes de, je sais pas, 10 matchs par semaine à 250. Tu vois. Non, ça marche pas comme ça. C'est aussi débile que dans l'entrepreneuriat de se dire ah bah tiens, je vais chercher le hack sur mon site internet pour devenir millionnaire en une semaine, tu vois. Non, ça n'existe pas. C'est atteindre ce résultat-là, ça nécessite une stratégie, tu vois. Et le problème de beaucoup d'entrepreneurs aussi et de beaucoup de mecs qui sont sur les applications, c'est qu'ils n'ont aucune stratégie. Ou alors ils pensent en avoir une, mais en fait ils en ont pas. Tu vois. Tu dis non mais je sais ce que. Ok, c'est quoi ta stratégie? Pourquoi t'as mis cette photo-là? La photo avec la bière, c'est quoi le but? Ah, je la trouve cool. Toi tu la trouves cool, mais est-ce que tu t'es posé la question comment c'est perçu en face? Voilà, pas de stratégie, tu vois. Et alors c'est ce que j'enseigne dans les photos que tu utilises sur les applications de rencontre. Chaque photo doit être là pour un but précis, tu vois. C'est pour ça au minimum, petit conseil du coup sur les applications, au minimum tu dois avoir une photo portrait où l'objectif c'est de montrer le maximum de masculinité possible. C'est par exemple le cas de cette photo à droite, tu vois, ça c'est une photo portrait. Tu dois avoir une photo lifestyle pour montrer que tu as une vie intéressante. Tu dois avoir une photo où tu montres un de tes hobbies pour montrer que tu as des choses intéressantes à dire, tu vois. Ça peut être, je sais pas si tu joues de la guitare, ça peut être la guitare, tu vois. D'accord. Mais attention, c'est là où l'erreur qui est souvent faite, c'est d'avoir une photo portrait, par exemple, comme celle-ci, et d'avoir une photo dégueulasse où tu es en train de jouer de la guitare. Oui, ça te dévalue automatiquement. Voilà, la valeur de ton profil est égale à la qualité de ta plus mauvaise photo, tu vois. D'accord. Donc, c'est pas la meilleure photo qui va driver ton profil, c'est la plus mauvaise, tu vois. Et c'est pour ça que toutes les photos doivent être au même standard de qualité, c'est pour ça qu'il faut les faire correctement. Et au minimum, tu dois avoir ces 3 types de photos. C'est le minimum syndical. Tu préconises 3 photos minimum, ou 2? Minimum 3. Minimum 3. Minimum. Ouais. Si t'en as 2, c'est suspect. Parce que si t'en as 2, on va se dire, tiens, t'as que ça à montrer. Bizarre. On comprend Après, pas. ça peut peut-être montrer un côté mystérieux. Non. Alors, ça marchait vers avant l'époque des réseaux sociaux, tu vois, c'est-à-dire d'avoir quelques de photos. Mais là, aujourd'hui, là, on est en 2023, on est à l'ère d'Instagram, tu vois. L'ère d'Instagram, c'est tu dois montrer des choses sur ta vie. Je te parle sur Tinder, par contre. Ouais, sur Tinder, c'est pareil, c'est le même mindset, tu vois. C'est-à-dire, inconsciemment, si tu montres pas grand-chose de toi, les gens vont se dire que t'as pas grand-chose d'intéressant à montrer. Inconsciemment, c'est ce que les femmes, notamment sur les applications, vont penser, tu vois. Ou voire même, elles vont se dire, ça se trouve, t'es un fake. C'est-à-dire, si t'as que 2 photos, on va se dire, bizarre, tu vois. Peut-être qu'en fait, c'est un fake. Après, tu vois. T'as l'onglet. Ouais, ça suffit pas. Ça suffit pas. Non, vraiment, les femmes, elles me l'expliquent. C'est pour ça, là, on parlait des hacks tout à l'heure. Combien de fois des femmes m'ont raconté qu'il y a une énorme différence entre un mec en photo et en réalité. Ça, c'est un autre piège, tu vois. Ok, c'est bien d'avoir des belles photos, machin, mais si t'es pas à la hauteur de tes belles photos dans la vraie vie, ça sert absolument à rien, tu vois. C'est comme si, par exemple, t'achetais une fausse Rolex à 400 € pour te dire, les gars, j'ai une Daytona, machin, mais qu'en fait, t'as le niveau de vie qui suit pas, tu vois, c'est débile. Ouais. C'est débile. Ou c'est comme vouloir te montrer sur les réseaux sociaux, tu vas louer une Lamborghini, tu vas faire des films vidéo, les gars, je roule en Lamborghini. Tu dis, ok, tu gagnes combien? Ok, non, t'as pas les moyens de te payer une Lamborghini. Donc oui, t'as juste loué la journée. Voilà. Et il y en a beaucoup qui font ça, tu vois. Et quand à chaque fois, j'en vois, je me dis, mais putain, les gars, vous essayez d'impressionner qui, en fait, quoi, avec vos trucs. Vous essayez d'impressionner qui, tu vois. Et tu vois, c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie. Parce que tu peux dire, ouais, je vais faire des belles photos, machin, mais si ça suit pas derrière, dans les conversations, par écrit, mais dans le date aussi, si t'as pas une bonne posture, si tu sais pas parler correctement, si t'as pas une voix qui transmet de l'émotion, machin, ça sert à rien. Et les nanas me le disent toutes, quand ça arrive, elles restent durant le date parce qu'elles ont envie de faire bonne figure, tu vois, elles vont se dire, bon, attends, il est quand même venu, je vais pas faire la... elle va pas au bout d'un quart d'heure. Je vais pas faire la femme ingrate, surtout en Pologne d'ailleurs. En France, elles ont plus tendance à se barrer, mais en Pologne, elles sont plus respectueuses, tu vois, donc elles vont rester. Et le mec pense que c'est un signe d'intérêt. Il pense que ça y est, j'ai une touche, machin. Alors qu'en fait, il est mort dans les premières secondes. Il est déjà mort. C'est les premières 10 secondes qui font l'impression. Voilà. Ah ouais, mais il y en a plein de femmes qui m'ont dit ça. Ils disent c'était mort les 5 premières secondes. Mais comme elle est restée, le mec pense qu'il a une touche.
Et après, tu vas le revoir sur Internet, tu vas dire les gars, j'ai eu un date, mais c'est rien passé. Est-ce que vous aurez des hacks, des conseils pour conclure le premier rendez-vous? Et quand tu regardes dans le détail, bah, en fait, tu as envie de lui dire mais mec, t'es mort dès les premières secondes, en fait. Le problème n'est pas là où tu penses, tu vois. Et il y en a plein qui font ces erreurs-là, et c'est comme ça que tu les retrouves à 40, à 50 ans, qui sont célibataires depuis je sais pas combien de temps, et qui se réveillent tard, tu vois. Et c'est con pour eux, parce que t'as... tu sais, on parle toujours d'argent, de temps, machin. Je dis toujours, l'argent, ça s'imprime en quantité infinie. Tu vois, la Banque Centrale Européenne, elle en imprime en quantité pas possible. Par contre, le temps que tu as perdu, il est perdu à jamais. Ah, ça c'est vrai. C'est terminé. Le temps que et je m'en suis encore plus rendu compte quand j'ai passé la trentaine, tu vois. En dessous de ma trentaine, je m'en battais un peu les couilles, tu vois. J'étais en mode, bon, ça va, j'ai le temps, j'ai 20 ans et tout. Et quand j'ai passé les 30 ans, là, j'ai compris que le temps s'accélère de plus en plus, tu vois. Ça va très vite. Et ça va très, très vite. Et je m'en rends compte encore plus quand j'ai... alors, c'était pas le cas au début de Dragueur de Paris, mais aujourd'hui, j'ai de plus en plus de clients qui ont plus de 50 ans, tu vois. Par exemple, le plus âgé qu'on a accompagné, il a 67 ans, tu vois. Ah, 67 ans. 67, d'accord. ouais. Et j'ai souvent des mecs comme ça, par exemple, qui ont été pendant 20 ans en couple par défaut avec une femme qu'ils aimaient pas. Et en fait, ils sont restés avec parce qu'ils avaient pas le courage d'affronter leur vie de célibataire. Mais à la fin, ils regrettent. Ils me le disent au téléphone, ils disent j'ai perdu 20 années de ma vie. Qu'une femme, j'aimais pas, je le savais. Il s'est marié avec, il le savait. Ça, c'est dur, ça. Hein. Ouais, mais il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Et les mecs sont dégoûtés parce qu'ils se disent voilà, maintenant j'ai 50 ans et je me réveille comme un con 20 ans plus tard, tu vois. Alors, mieux vaut tard que jamais, tu vois. T'as déjà eu des histoires qui t'ont vraiment touché par rapport à tes clients? Je veux dire, tu dis waouh, ça c'est. Soit t'apprends beaucoup de choses, et ça t'a vraiment touché, même émotionnellement. Même si c'est un client, ça t'a touché quand même émotionnellement. Tu dis waouh, sa vie. T'as eu des histoires comme ça en fait particulières que... Ouais, il y en a deux à qui je pense. Il y en a un qui s'appelle Pascal, qui a 62 ans. Il a été... Je crois qu'il était marié pendant peut-être 25 ans, 30 ans, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, je crois, sa femme est décédée de maladie, tu vois. Et plus tard, il est tombé sur son journal intime. Devine ce qu'il y avait dedans. Ouf. Le journal intime, son le journal intime, peut-être de la tromperie, je sais pas. Ouais. Donc elle relatait ses tromperies. Ouais, elle racontait ses aventures dans le journal. Ah ouais. Et il s'est pris une claque, chaud. Mais il s'est très vite relevé. Parce qu'il s'est dit, il me l'a expliqué, il m'a dit, de toute façon c'est derrière moi, maintenant j'ai 60 ans, il faut avancer, quoi. Il s'est pas posé 36 questions, tu vois. Et en fait, il a pris rendez-vous avec nous et en fait, tout de suite, il était en mode ok, combien ça coûte? Je vais me faire coacher, je vais avancer, machin. Pourquoi? Parce qu'il a 60 ans passés, tu vois. Il s'est dit il a pas le temps. Hein. J'ai pas le temps d'attendre. Là, il est à la retraite, tu vois. Il dit non, ça se passe maintenant, j'avance, tu vois. Et c'est comme ça qu'il y a eu des résultats, tu vois. J'en ai eu un comme ça et un autre client, une fois que j'ai eu, qui m'a beaucoup touché aussi. C'est un client qui était pendant 20 ans avec une femme. Et en fait, il était dans une relation par défaut. Et en fait, il m'a dit que l'unique raison pour laquelle il est resté avec, c'est sa fille, sa petite fille. Il est resté pendant 20 ans avec parce qu'en fait, il voulait pas faire vivre à sa fille une situation de garde alternée, de divorce. Et entre-temps, il s'est réfugié dans le travail. Donc le mec, il a fini directeur technique dans une grosse boîte, tu vois. Donc, quelque part, il a obtenu quelque chose, tu vois. Il a réussi une très belle carrière. Mais il est détruit, quoi, émotionnellement. Il est détruit parce qu'en fait, il dit pendant 20 ans, j'ai fait semblant, en fait. Et il le savait. Il le savait très bien. Tu vois. Il dit j'ai fait semblant. Et il m'a dit au téléphone, la conversation qu'on avait au téléphone, ce qu'il était en train de me dire, il l'a dit à personne, tu vois. Ah, d'accord. Donc c'était vraiment le secret ultime qui t'a. Et c'est toi qui. Ouais, il en a jamais parlé à qui que ce soit. C'est la première fois qu'il en parlait, je crois, d'ailleurs, tout court, tu vois, à quelqu'un. Mais ça lui pesait, tu vois. Et c'est pour ça qu'il s'est réfugié dans le travail, tu vois. Parce que c'était... t'avais une situation de frustration émotionnelle liée à ton couple. Et du coup, tu fuis le problème en déplaçant ton énergie vers ta carrière. Vers autre chose, ouais. Voilà. Et pour ça, il me disait, il rentrait très tard le soir, tu vois. Pour ça, tu vois. D'accord. Mais du coup, il était marié, hein, c'est ça? Je crois qu'il était marié. Ouais. Et c'est lui qui a arrêté la relation ou c'est elle? Non, c'est lui. C'est lui. Il a dit, oh, stop, c'est bon. C'est quand sa gamine, du coup, est partie faire ses études. Et là, il s'est retrouvé seul avec
avec son ex-femme, et c'est là qu'il a décidé, bon, maintenant, stop, quoi. Ok. Donc il y avait cette transition-là, donc sa fille qui partait étudier à la fac, plus le fait qu'il vieillissait. Il avait fin de quarantaine, tu vois, donc il s'est dit, bon, le temps passe, faut que je fasse quelque chose, tu vois. D'accord. Et ça, tu parlais de personnes avec des âges, c'est assez large en fait. Hein. Ouais. Je pense que ta clientèle, ça va peut-être de l'âge de 25 ans, 20 ans jusqu'à... J'ai 2 catégories de clients. J'ai la première, alors j'appelle ça les ingénieurs, c'est les personnes qui ont entre 30 et 35 ans, qui généralement cherchent une relation de couple pour fonder une famille. Et la deuxième catégorie, c'est les ex-divorcés, du coup, donc plutôt quarantaine. Donc personnes qui sortent d'une longue relation de couple et qui veut revivre une seconde jeunesse, qui veut profiter de la vie, etc. C'est les 2 catégories de clients que j'ai. Et niveau stratégique, tu vas... pas au niveau des conseils, tout ce que vous allez préconiser, ce sera les mêmes? Ou en fonction de l'âge, vous faites des choses différentes? Ce qui va être différent, c'est la tonalité des conversations. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un mec de 30 ans qui discute sur Tinder avec une femme va pas du tout utiliser le même vocabulaire qu'une personne de 60 ans, tu vois. Donc, la différence va surtout se jouer ici. Mais sinon, les conseils, c'est les mêmes. Hein. Et le fait de chercher une relation longue ou de chercher un plan cul ou une relation libre ou ce que tu veux, les conseils sont les mêmes parce que le fait d'être en couple avec une femme, c'est une conséquence de long terme de tout ce qu'il y a eu avant, tu vois. C'est-à-dire les processus, c'est-à-dire faire un premier date, puis un deuxième, puis un troisième, c'est la même chose, tu vois. Il n'y a pas de changement là-dessus, tu vois. Dans tous les cas, il faut créer de la tension sexuelle. Dans tous les cas, il faut isoler, il faut proposer, je sais pas, un dîner chez toi ou ce genre de choses. Dans tous les cas de figure, il faut passer par ces étapes-là, tu vois. Et ça, d'ailleurs, c'est une erreur que j'ai fait beaucoup, moi aussi. C'est une grave erreur de penser que parce que tu rencontres une femme, tu dis « Oh putain, elle est exceptionnelle, je veux être en couple avec ». C'est une grave erreur de se dire « Je vais prendre mon temps, je vais ralentir pour pas aller trop vite ». Énorme erreur. Que j'ai fait plein de fois, moi aussi. Et je pense qu'on l'a tous fait au moins une fois. Fait et aussi inversement. C'est-à-dire Ou trop vite. J'ai eu un cas une fois, c'était durant le Covid en fait. J'avais rencontré une fille dans un parc. Ouais. À Varsovie avec mon chien. Son chien, on va dire qu'il est... Ouais. Il est assez avenant. Un bon copilote. Ouais, voilà. Il est assez avenant et du coup, rencontre avec elle. Et durant le Covid, quand j'avais pas fait beaucoup de rencontres à ce moment-là, et que je me sentais un peu isolé mentalement parce qu'il y avait beaucoup moins de sorties, beaucoup moins de connexions sociales, donc je tombe sur elle, ça accroche vite et en fait, émotionnellement, je me suis trop accroché avec elle trop rapidement en fait. Ouais. Et d'où on est sortis ensemble, il s'est passé beaucoup de choses, hein. On a eu quand même, voilà, on a couché ensemble, etc. Ouais. Mais au bout de quelques semaines, elle me téléphone, oui, les choses vont trop vite entre toi et moi, machin. Ouais. Et sur le coup, j'avais pas compris. Ouais. C'est juste que j'étais trop impliqué dans la relation, alors que c'était pas nécessaire en fait. Oui. Fallait attendre. Mais voilà, pour rebondir sur ce que tu disais, dans certains cas aussi, j'ai eu où voilà, la fille elle me plaît tellement que t'oses même plus agir en fait. Oui. Parce que t'as peur de l'erreur. Oui. T'as peur de l'erreur et tu changes ton mode opératoire. Ouais. T'agis différemment. T'agis différemment et c'est une énorme erreur. Ouais. Quand tu le fais, tu t'en mords les doigts parce que généralement tu le fais parce que t'as eu un coup de cœur sur une femme. Tu dis, faut pas que je la perde, faut que je fasse bien, faut que je fasse. Voilà. Parfait. Sauf qu'en fait, en séduction, c'est extrêmement contre-intuitif, mais en fait, plus tu fais les choses de manière imparfaite et plus c'est séduisant. C'est complètement contre-intuitif, mais ça marche comme ça, tu vois. C'est pour ça je donne souvent tu sais, on l'a tous fait, tu demandes des conseils séduction à une femme, ils vont dire oui, il faut être gentil, il faut être ceci, il faut être cela. Je dis toujours à mes clients, en fait tu veux savoir ce que c'est la séduction, tu demandes à une femme ce qu'il faut faire et tu fais l'exact opposé. Tu fais l'inverse. Tu fais l'opposé. Donc, faut pas être gentil. C'est pas être gentil qu'elle cherche. Ce qu'elle cherche, c'est d'abord un mec, mais en fait dans leur vocabulaire, ce qu'elle veut dire par gentil, c'est qu'elles veulent d'abord un homme, mais un homme qui a un fond gentil. Sauf que c'est pas interprété comme ça par les mecs. Les mecs veulent se dire, je cherche un mec gentil, donc c'est-à-dire le mec qui paie le resto, qui fait ci, qui fait ça. Et c'est pas du tout ça, en fait, tu vois. Donc en fait, c'est une mauvaise compréhension, tu vois. C'est les femmes expliquer dans leur langage à elles ce qu'elles recherchent. Mais déjà au fond c'est pas ce qu'elles recherchent, tu vois, et c'est dans leur vocabulaire à elles, tu vois, qui est pas interprété de la même façon chez les mecs. C'est pour ça que tous les mecs essaient d'être des gentils garçons, tu vois, et qu'en fait ça marche pas, tu vois. De même que se dire il faut être un connard,
C'est le fait d'être un connard n'est pas séduisant. Ce qui est séduisant chez le connard, c'est l'attitude du connard. Oui, l'attitude, ouais. L'attitude du connard, c'est quoi? Le détachement, la dominance. C'est ça qui attire. Tu vois. Et les femmes essayent d'expliquer ça dans leur langage à elles, mais concrètement, ce que ça implique, c'est ça. Tu vois. Donc en fait, l'astuce, c'est de développer ta dominance et ton détachement. Et t'as pas besoin d'un connard pour ça. Tu peux être une très belle personne avec un bon fond, tout en étant dominant, détaché, et devenir séduisant comme ça, tu vois. Et c'est ça qui est séduisant. D'accord. Et en photo, d'ailleurs, c'est pareil. Avec mon ancien coloc, une fois, on avait... quand on testait des stratégies sur Tinder, on avait une pote qui s'appelait Tiffen, et quand on lui demandait des avis sur le profil Tinder, on lui disait « Non, mais ces photos, c'est nul, ça va pas du tout, machin. » Il disait « Ah, mais celle-là, mais celle-là. » Moi, c'était des photos que j'aimais pas, tu vois, je trouvais que j'ai une tête bizarre dessus et tout. Et genre, il disait « Ouais, cette photo, j'achète, parfait, 10 sur 10, machin et tout. » Et du coup, on suivait les conseils de Tiffen, et on avait les pires attractivités quand on mettait les photos qu'elle nous disait de mettre, tu vois. Et après, on en a dit, bah tiens, on va mettre l'inverse. Les photos que Tiffen aime le moins, bah on va mettre celle-là. Et en fait, c'est ce qui marchait le mieux, tu vois. Ah, c'était contre-intuitif, en fait. Ouais, et après, on a fait pareil avec d'autres copines femmes, on en a des avis et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que les photos qui performaient le plus, c'était systématiquement celles où elle disait, non, mais celle-là, tu fais arrogant, celle-là, tu fais ci, celle-là, tu fais ça. Et en fait, il faut mettre les photos qu'elles disent ne pas être les meilleures, et en fait c'est ces photos là qui marchent, tu vois. C'est contre-intuitif, tu vois, mais... Donc ton ami Tiffen, il faut faire l'inverse. Ouais, mais il y a pas que... tu vois, ça commence avec Tiffen, mais et du coup on faisait une blague, tu vois, on disait en fait pour sélectionner les meilleures photos de profil, tu demandes à Tiffen de dire les meilleures et les moins bonnes, et en fait tu utilises les moins bonnes, tu vois. D'accord. Ok. Et ça marchait à chaque fois. Ça marchait comme ça pour moi, pour mon pote aussi, mon coloc, tu vois. Et pareil, tu demandes à n'importe quelle femme, qu'est-ce qu'il faut faire à un premier date idéal, machin, tu vois, elles vont dire, il faut être cool, souriant, puis tu bois un verre de vin, tu passes un bon moment, tu racontes des blagues, c'est cool, machin et tout. Aucune femme va te dire, dans les 5 premières minutes, tu t'inities un premier contact physique, tu vas commencer à caresser la main, tu vas commencer à faire ci, ça. Aucune femme va te dire de faire ça. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Un conseil que je donne souvent à mes clients, par exemple, c'est je leur dis, au premier date, il faut faire de la sexualisation dès le départ, tu vois, tout de suite, dès le départ, tu vois. Ça peut être un truc très simple, comme par exemple, tu fais la bise à ton date, tu la regardes, tu dis, j'aime beaucoup comment t'es habillé, t'es très sexy. Et tu marques un blanc volontaire pour créer la tension sexuelle, tu vois. Et là, va regarder, c'est comme ça, tu vois. Et ça commence comme ça, tu vois. Mais aucune nana te donnera ce conseil-là. Aucune nana va dire à un mec, alors quand tu commences un date, il faut commencer à sexualiser. Aucune femme ne dit ça, tu vois. Et pourtant, c'est ça qui marche, tu vois. D'accord. Donc prenez note, les amis. Et il faut le faire dès le départ. Quelle que soit ta recherche, tu vois. Une erreur font beaucoup les mecs, je dis, mais moi je cherche une relation sérieuse, donc non, je vais pas sexualiser. Non, mais ça marchera pas. Ouais, si tu le fais ça, tu vas juste devenir ami. Tu vas sauter les 2 pieds devant dans une relation long terme. Oui, mais j'aime bien prendre mon temps, et puis au début on est amis, et puis machin. Non, si t'es ami, tu resteras ami à vie. Il n'y a pas de changement. Et tu vas devenir le confident à qui elle va raconter ses histoires. Et... Ça, c'est ce qu'il y a de plus terrible dans la friendzone. Surtout quand tu dis, ouais, c'est une femme bien, machin. Et qu'en fait, elle va te raconter ses histoires, je sais pas, en boîte de nuit, où elle s'est tapé un mec en 2 heures, ou des trucs comme ça. Et il y en a beaucoup qui le font. C'est quelque chose de normal aujourd'hui. Et c'est terrible, tu vois. Et encore plus terrible, c'est quand elle te raconte ça, et qu'elle va te dire, mais où sont passés les mecs bien? Toi, t'es juste mais à côté. Où sont les mecs bien? Et là, t'es en face, t'as envie de te dire, mais putain, il est en face de toi. Tu vois pas que c'est moi. Et elle est là, mais où sont passés les mecs bien? Franchement, c'était mieux avant, machin et tout. Et tu continues de la voir, elle est avec des mecs qui vont faire un plan d'asseoir en 2 heures, qui vont pas la rappeler ou qui s'en battent les steaks. Oui, qui s'est complètement détaché, comme voilà. tu disais. Et la nana, le pire, c'est qu'elle est à fond sur eux. C'est encore une fois, c'est ce qui est contre-intuitif en séduction. C'est souvent les mecs qui obsèdent le plus les femmes. C'est les mecs qui font l'exact opposé de ce que tu es censé faire, tu vois. Et ça peut rendre fou des mecs, tu vois. Donc voilà, stratégie de friendzone, peut-être la Et donc toi, parce que des fois on peut voir sur les, tu sais, t'as des coachings, enfin des e-books, machin, ou des vidéos, comment sortir de la friendzone. Donc pour toi, c'est pas réalisable ça en fait. Quand t'es dedans en fait. C'est possible dans certaines conditions. Là, c'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire,
on a eu des coachings où, par exemple, il y en a un que j'ai coaché, j'ai fait une formation sur ça, j'ai fait une formation sortir de la friendzone. Et j'ai mis les enregistrements de coaching avant et après avec un client qui s'appelle Christophe. D'accord. Qui avant était dans une friendzone avec une femme qui désirait secrètement, tu vois. Et on a vu ensemble comment sortir de la friendzone et ça a fonctionné. Mais ça fonctionne pas dans tous les cas de figure. Ah bah non. C'est vraiment au cas par cas. Dans sa situation à lui, ça pouvait fonctionner, ça a fonctionné. Il y a des situations où ça peut ne pas fonctionner. Ça dépend des cas. Tu vois, faut regarder en détail, faut regarder, ok, ça fait combien de temps, c'est quoi le contexte, pourquoi. Et au cas par cas, parfois ça peut marcher, parfois non. Ça dépend. D'accord. Parce que bon, des fois, on peut voir, tu sais, sur YouTube, c'est simple, hein, tu peux mettre, comment sortir la friendzone. Il y en a qui mettent des promesses, par exemple. Ouais. Ou comment reconquérir son ex, par exemple. Ça, je sais pas si tu as déjà travaillé sur ce sujet-là. C'est pas mon domaine, mais ça peut marcher, reconquérir son ex, mais souvent ça casse après quand même, quoi. Parce que tu peux reconquérir ton ex, mais la raison pour laquelle vous êtes séparés, elle n'est pas corrigée généralement. Elle te revient plus tard. Et tu as une deuxième rupture qui généralement est définitive après, tu vois. D'accord. T'as eu le cas, toi, personnellement? Ouais, ma première relation, c'était... on a une première séparation au bout de 3 ans. Et c'était complètement inespéré, mais j'ai réussi à la récupérer 2 mois après, tu vois. Et vraiment avec une stratégie ultra controversée. Dis-moi. En fait, quand on s'était séparés, on traversait une phase de down. La séparation, c'était son initiative ou la sienne? La sienne. La sienne, d'accord, ok. Parce on avait une phase de down et elle a rencontré un mec à ce moment-là qui a un peu fait envoyer des étoiles dans les yeux, machin. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai fait aussi l'erreur de sortir de moins en moins, de rester un peu dans le cocon du couple, machin. Donc en fait, avec le temps, en fait, je perdais inexorablement du pouvoir d'attraction, tu vois, parce que j'étais de plus en plus à la maison, etc. Et du coup, quand elle m'a sorti ça, en fait, j'étais dans une colère mais noire, tu vois. J'étais pas bien. Je me disais, je la considérais comme la femme de ma vie, tu vois. Donc elle m'a fait un coup comme ça, je l'ai extrêmement mal vécu. Et du coup, j'ai réagi l'opposé. Je dis, ok, si c'est comme ça, je vais trouver quelqu'un et puis je vais le faire très rapidement. Et puis je vais lui montrer qu'en fait, je suis en capacité de retrouver une femme très rapidement si j'ai envie. Et j'ai eu un peu de chance, je l'avoue. J'y suis arrivé en 1 semaine. J'ai rencontré. Ah, t'as été rapide. Ouais, mais vraiment, c'était. Il y avait une part de volonté, mais aussi une part de hasard, honnêtement. D'accord. Et c'était une très belle femme et tout. Et je lui ai dit, et j'ai fait ça en mode controversé. Je lui ai montré les photos. Je lui ai dit pourquoi elle était mieux que elle, machin. Donc vraiment, je voulais la rendre, mais verte de jalousie, tu vois. Et ça a fonctionné. Et elle a commencé à péter les plombs. C'est chaud quand même, ça. Hein, ouais. Et 2 semaines après, elle a commencé à me dire que, en fait, avec l'autre mec, c'est pas si bien que ça, tu vois. Donc ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, elle a commencé à m'écrire des lettres. Elle m'écrivait des lettres de recto verso pour me dire que j'étais l'homme de sa vie, que j'étais un mec extraordinaire, qu'elle s'est trompée, que machin, tu vois. Donc, et en fait, plus je la rendais jalouse et que je lui parlais de l'autre nana, et plus elle voulait revenir, en fait, tu vois. C'était très controversé, tu vois. D'accord. Mais à cette époque-là, c'était pas calculé. J'étais juste déçu, en colère, et j'étais en mode vengeance, tu vois. J'étais en mode, si c'est comme ça, je vais la rendre jalouse, tu vois. Et ça fonctionnait. Et alors, j'aurais peut-être pas dû me remettre avec, je sais pas, mais à la fin, je dis, ok, deuxième chance et tout. Et on s'est reséparés 4 mois après. D'accord. Et là, c'était encore pire. C'est-à-dire qu'elle a rencontré un autre mec entre-temps. Sauf que elle a bien pris son temps pour être sûre que ça allait le faire avec l'autre. D'accord. Donc ça s'est fait en sous-marin, tu vois. Moi, j'étais pas au courant. Donc elle le datait quand tu étais encore avec elle? Ouais. Ah ouais. Oui. Daté. Et en fait, du jour au lendemain, ça je l'ai su après. Hein. En fait, du jour au lendemain, elle m'annonce que en fait, c'est fini, comme ça. Aucun signe d'annonciateur, rien. Tu vois. Rien du tout, t'as rien. Rien. Enfin, je sentais que ça allait pas très bien, mais j'ai pas vu le truc venir, tu vois. Ça m'est tombé dessus du jour au lendemain et j'étais au boulot. Hein. J'étais chez Airbus le matin. Elle m'envoie un SMS, elle me dit, ouais Mac, j'ai quelque chose d'important à te dire. Là, je sens que c'est une mauvaise nouvelle. Je dis ok. C'est jamais bon. Elle me dit, on en parle ce soir et tout. Là, j'étais en train de stresser. Je dis, non, appelle-moi tout de suite. Je pouvais pas avoir une journée de travail normale avec un SMS comme ça, tu vois.
Elle m'appelle et puis elle commence à pleurer au téléphone. Elle me dit ouais, je sais pas comment te le dire, mais c'est fini, tu vois. Elle me dit ça comme ça. Et elle me dit pas qu'elle a rencontré quelqu'un. Elle dit juste c'est fini, je veux passer à autre chose. Je veux prendre du temps pour moi, machin. Donc elle me raconte son baratin, tu vois. Et 2 jours après, j'ai mon meilleur ami qui la croise avec son nouveau mec au centre commercial. Et là, je me suis rendu compte. À l'époque, c'était sur Facebook. Elle m'avait bloqué sur Facebook pour pas que je vois qu'elle ait changé sa nouvelle photo de profil avec son nouveau mec, tu vois. Et en fait, j'ai vu que son nouveau mec, en fait, ça faisait un peu plus de 2 mois qu'elle le fréquentait, tu vois. Et du jour au lendemain, elle a fait le switch comme ça. Et là, j'ai été détruit, mais d'une force. J'ai mis 2 ans à cicatriser. Ah ouais. C'est vraiment, c'est une des pires choses qu'on m'ait faites, tu vois. Et je l'ai extrêmement mal vécu. Mes amis de l'époque peuvent en témoigner. Pendant 2 ans, j'étais en colère contre tout le monde, vraiment, tu vois. Et j'ai mis 2 ans à comprendre comment on en est arrivé là. Parce que tu sais, j'ai souvent des hommes au téléphone qui ont vécu des ruptures similaires, tu vois. Et je dis toujours à mes clients, pour cicatriser, il faut réunir 2 facteurs. Le premier, c'est comprendre comment t'en es arrivé là, donc comprendre le processus. D'accord. Et le deuxième, c'est trouver mieux. Une fois que tu as ces 2 facteurs-là, tu peux passer à autre chose. Si tu as compris comment t'en es arrivé là, mais que t'as pas trouvé mieux, généralement, tu continues de penser à ton ex, tu vois. Donc, il faut vraiment qu'il y ait ces 2 facteurs-là qui soient réunis. Et une fois que tu as réuni ces 2 facteurs-là, tu peux passer à autre chose. Et le jour où vraiment tu passes à autre chose, c'est quand tu remercies ton ex à la fin, tu vois. Quand tu es en capacité de te dire, je te remercie parce que grâce à toi, j'ai rencontré des personnes qui étaient mieux à tout point de vue, tu vois. Et là, vraiment, quand tu es en capacité de dire ça, c'est que tu as vraiment complètement cicatrisé, que tu es complètement passé à autre chose, tu vois. Il faut vraiment que ces 2 facteurs-là soient réunis, tu vois. Ouais, c'est aussi un apprentissage de la vie, hein. Ouais, malheureusement. Et je pense qu'on est très nombreux chez les mecs à passer par des étapes comme ça. Ça fait très mal, mais à la fin, t'en ressors grandi, tu en ressors plus fort, t'es plus résilient aussi sur la réalité des relations amoureuses. Tu te rends compte que les relations amoureuses, c'est pas Disney, c'est pas Titanic, tu vois. C'est un peu plus compliqué que ça, tu vois. Et voilà, quoi. Une fois que tu apprends ça, tu évolues. Tu as des relations de meilleure qualité aussi, à la fin. Ah, aussi. Tu apprends des choses, par exemple, au niveau de la communication. Ouais. Dans le couple, mettre des limites aussi, par exemple. Oui. Ouais, t'apprends beaucoup de choses. Et puis, donc, ouais. C'est pas des phases faciles, mais c'est comme ça que tu grandis. Et là, tu vois, quelque part, par rapport à cette histoire, moi, je lui dis doublement merci. Tu vois, merci numéro 1, parce que j'ai rencontré des personnes beaucoup mieux à tout point de vue. Et deuxièmement, parce que si j'avais pas eu ce genre de rupture, ça aurait peut-être jamais existé. Hein. C'est oui, il y a ça aussi, ouais. J'avais dit ça à mes clients, j'aurais dit les gars, remerciez mon ex, parce qu'en fait, si elle m'avait pas fait un coup comme ça, peut-être que DDP n'aurait jamais existé. C'est très possible. Et au niveau de Dragueur de Paris, t'as impacté combien de personnes Combien, c'est dur à dire. Là, on a une chaîne YouTube de 125 000 abonnés, on a des centaines de milliers de visiteurs uniques par an. En privé, notre programme principal, c'est un programme qui s'appelle Abondance. On a accompagné plus de 500 personnes, je crois, depuis son existence. Donc ouais. Et après, voilà, l'impact, t'as dans le programme Abondance qui se fait en individuel, mais t'as aussi avec les emails. On a une liste email, on envoie un nouvel email par jour avec des conseils, des techniques, du mindset, etc. Où il y a les mecs qui se promènent sur le blog, qui regardent 2-3 vidéos et tout. Donc c'est toujours difficile à estimer combien d'hommes... En fait, tu as eu 500 clients qui ont signé. Ouais, voilà, il y a plus de 500 personnes avec qui on a travaillé en individuel et qu'on connaît très bien. Je suis en contact avec quasiment tous mes clients donc, depuis qu'on fait du coaching. Donc je les connais à peu près tous, tu vois. Je connais l'histoire de chacun d'entre eux, tu vois. Donc et c'est avec ces personnes-là que tu as les relations les plus intéressantes, tu vois. Et après, il y a ceux qui sont pas clients en coaching, mais qui regardent les formations. Oui, forcément. Et t'en as beaucoup qui regardent en silence, tu vois, qui achètent les formations et je sais pas, qui nous ont jamais écrit et qui continuent d'acheter, tu vois, qui se forment en silence, tu vois. T'en as beaucoup aussi. T'as une partie silencieuse de clients, oui. Ouais, voilà, donc les formations, je sais pas, il y a plus de 10 000 personnes, tu vois, en tout. Donc, mais après, la majeure partie de ces mecs-là ne s'expriment pas forcément, tu vois, c'est la majorité silencieuse, tu vois. Ils regardent, ils prennent des notes, ils appliquent des trucs. Il y en a une partie qui nous envoie des emails de remerciements, qui demandent, tiens, là, j'ai réussi à faire ça, c'est cool. Mais la majeure partie garde ça pour eux, tu vois. Quoi. D'accord. Et au niveau de la séduction, on arrive sur la fin du podcast, c'est une question que j'aimerais savoir. Penses-tu que c'est plus simple de séduire, comme tu es basé en Pologne, et tu connais aussi la France, Paris, est-ce que
Parce que plus souvent, les gens vont penser, oui, les Polonaises sont plus simples à séduire, ou les Ukrainiennes, les Biélorusses, peu importe. Après, ça peut être plutôt des stéréotypes. T'en penses quoi, toi, par rapport à ça? Est-ce que c'est plus simple de séduire une femme d'Europe centrale ou de l'Est qu'une Française, par exemple? Alors, ça, c'est une grosse erreur. Je vais te dire pourquoi. Il y a plusieurs biais qui entrent en compte. Déjà, on a l'impression que c'est plus facile en Pologne. Pourquoi? Parce que en moyenne, les femmes sont plus jolies en Pologne qu'en France. C'est un fait, je ne suis pas le seul à le dire. Ouais. Toutes les personnes qui sont allées en Pologne me disent la même chose. Tu vois. Donc il y a un consensus là-dessus. Voilà, si on fait sur une échelle de 10, tu vois, tu gagnes 1 point, 1,5 point en moyenne par rapport à ce que tu es en capacité de faire en France. Après, il y a un deuxième biais, c'est qu'en Pologne, les femmes sont un peu plus ouvertes au début à la discussion. C'est-à-dire tu prends moins de rejets, en fait. D'accord. Mais tu prends moins de rejets, pourquoi pas? Parce que ce sont des femmes qui sont entre guillemets plus faciles, mais parce que la concurrence masculine est moins forte en Pologne. Par exemple, avec ma copine, je l'ai emmené visiter Paris il y a 3 semaines. Mhm. Et elle m'a dit un truc qui m'a frappé. Elle a été étonnée du niveau moyen des mecs. C'est-à-dire, elle m'a dit, par rapport en Pologne, en fait, le niveau est plus élevé, quoi. C'est-à-dire, les mecs s'habillent mieux, ils sont plus élégants. Tu vois qu'ils prennent plus soin d'eux. En tu vois. France, je veux dire. En France, ouais. D'accord. Et en Pologne, moins. Donc, en fait, en Pologne, tu as... quand tu t'habilles bien, que tu es français, etc., tu es un peu plus avantagé parce que la concurrence va jouer pour toi. Il y a moins de concurrence qu'en France, tu vois. Par contre, c'est complètement faux de dire que les Polonaises ou les femmes de l'Est en général sont plus faciles. Elles sont plus faciles d'accès, Mhm. parce que tu prends moins de rejets. Mais par contre, pour toute la suite, putain, t'en vois toutes les couleurs. Hein. Elles vont te tester à rallonge. Et encore pire, je trouve, les Ukrainiennes et les Biélorusses, je trouve que c'est les plus difficiles, honnêtement. Avec mes potes, on dit souvent, par exemple, une Ukrainienne ou une Biélorusse, c'est absolument impossible de coucher avec le premier soir. Impossible. Parce qu'elle va mettre des barrières très très fortes, tu vois. Le premier rendez-vous ressemble beaucoup à un entretien d'embauche. Elle va te poser une liste de questions, genre, ok, t'habites où, tu fais quoi, tu fais ci, tu fais ça, tu vois. Et voilà, faut être persévérant, tu vois. Donc... Et je te donne un autre exemple, j'ai un pote qui est venu à Varsovie cet été pendant une semaine. Il arrivait pas vraiment à concrétiser ses rencontres à Paris, donc il s'est dit ouais, Varsovie, Pologne, facile, Ça sera machin beaucoup et plus tout. simple, ouais. Voilà, il a passé une semaine. Devine combien de femmes il a ramené. 0. Zéro. Ouais. Voilà. Et il pensait que c'était plus facile, tu vois. Ok. Et il est venu en même temps qu'un autre pote. Et là où il s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas parce que tu vas en Pologne que c'est plus facile. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que qu'en fait, c'est son approche qui est à revoir. Il est allé avec un ami à moi en même temps. Et cet ami à moi, lui, il ramenait tous les soirs, tu vois. D'accord. Et donc, il était vert de jalousie parce qu'il entendait mon pote ramener, tu vois. Et lui, non, tu vois. Et donc, du coup, il pouvait pas dire ouais, mais la Pologne, c'est pas bien, c'était mieux avant. Il pouvait pas dire ça, tu vois. Parce qu'il y a son pote qui a ramené, mais pas lui, tu vois. Donc là, dos au mur, quoi, il se rend compte qu'en fait, non, c'est pas parce que tu vas en Pologne que c'est plus facile. Et j'en connais d'autres aussi qui sont venus, qui sont allés à Cracovie, etc. Et non, c'est pas plus facile. Si t'es mauvais en France, tu seras mauvais aussi en Pologne. Mais tu as l'illusion que c'est plus facile parce que la concurrence t'avantage et parce qu'elle t'a moins de rejets au début, parce qu'elles sont plus polies, tu vois, elles sont plus... elles sont plus polies qu'en France, tu vois. En France, souvent, les Françaises, surtout les Parisiennes d'ailleurs, peuvent te rejeter pour rien, tu vois. En Pologne, c'est plus rare, tu vois. Les femmes vont être plus sympas avec toi. Et l'erreur, c'est de penser que parce qu'elles sont plus sympas avec toi au départ, que c'est plus facile. Non, c'est une grave erreur. En fait, quand tu compares concrètement les résultats, si t'es mauvais en France, tu seras mauvais aussi en Pologne, tu vois. Ok. Sur ce, on va finir le podcast parce qu'on arrive sur la 1h30. Donc, Mike, est-ce que tu as un dernier mot à faire passer à l'audience? Ouais, on peut te retrouver sur Dragueur de Paris. Ouais, sur YouTube aussi. Et sur Instagram, ton blast, c'est McTroy Paris. Ok. Sinon, il suffit de s'inscrire sur la liste email Dragueur de Paris. Il y a le lien. Vous trouverez le lien assez facilement. C'est pas un souci. Et en bas de page du site Dragueur de Paris, il y a la liste de mes autres sites aussi, de mon cabinet de marketing, notamment pour ceux qui veulent
qui veulent passer un audit de marketing, par exemple, parce que j'en fais assez souvent. Donc, pour les entrepreneurs qui écoutent ce podcast et qui ont une activité en ligne et qui veulent avoir un avis sur leur marketing, donc n'hésitez pas à contacter Mike. Et moi, je vous dis ciao pour le prochain podcast. Prochain invité, je dis pas qui c'est. Ça sera surprise. Ça sera surprise. Merci Mike, en fait, d'être venu. Merci Nicolas. Ciao, salut.